bonsoir, merci d'être des nôtres ce soir encore. Carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes le 15 décembre 2020. 4 panélistes pour un thème ce soir, transhumance politique, qu'est-ce qui fait problème? En 2 heures, nous allons débattre de la question, sachant évidemment que la transhumance peut s'interpréter comme étant ce changement de parti politique ou alors ce changement d'entité politique des acteurs d'un parti à un autre, très souvent au lendemain d'une élection, façon qui c'est peut-être de contester les choix qui ont été opérés, d'avoir d'autres visions, d'autres enjeux, d'autres idéologies. On va essayer d'interroger cette problématique ce soir. Évidemment, les faits tout récents nous ont inspiré ce thème-là, le départ de la démission de Célestin Djamen, par exemple, du MRC. Bien avant lui, Abel Elie Bilobe qui était parti du SDF. Pourquoi pas Emmanuel Kouni également et bien d'autres personnes. Le phénomène n'est pas nouveau au Cameroun. On va donc essayer de l'interroger ou alors de s'interroger autour de cette question et puis essayer d'en comprendre les contours. Je vais les 4 invités. D'abord, Pépé Bikaï, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Bonsoir, l'ensemble de mes compagnons que vous aurez l'occasion de présenter tout à l'heure. Bonsoir, en nom de les téléspectateurs. Surtout, bonsoir au président Cyril Sambaka, que je n'ai plus revu depuis son départ de l'UNDP. Vous savez que depuis que chez vous, là, on fait des clins d'œil à notre président. Oh, Sambaka, c'est un bon vétéran. Ne pas l'avoir, c'est être suicidaire en termes de formation politique. C'est quelqu'un à qui on doit beaucoup et qui nous inspire au quotidien. Dans tous les cas, vous n'avez pas pris le versant de Joseph Estoire Bion. Non, il faut pas qu'on en fasse une polémique. On en parle dans une minute au moins pour rentrer dans l'émission. Qu'on en fasse une polémique stérile. Bion est un homme politique et il est libre. L'un des transhumants, je peux le dire comme ça, ils n'ont pas le Sambaka. On a notre cher ami Eyoum, Paul Eyoum. Bonsoir Paul. Bonsoir Dipita, bonsoir aux panélistes et aux millions de téléspectateurs de STV. Je voudrais dire, je ne sais pas déjà ce que c'est que la transhumance politique. Je crois que l'expression la plus appropriée serait peut-être l'intégration et la sortie dans les partis politiques. Ça commence à jouer des mots. Bonsoir également au président Sambaka, qui nous regarde très certainement. Bon, le phénomène n'est peut-être pas récurrent ou courant chez vous, hein, même si vous avez on a vu récemment votre ami Saint-Éloi Bidoum passer dans les mailles de l'ascension. Le RDPC ne connaît peut-être pas forcément, ou alors des partants du RDPC pour d'autres partis. On en voit souvent qui arrivent, hein, ou qui s'y associent. Monsieur Elisan, bonsoir. Bonsoir. Non, généralement, ils partent du RDPC, qui est le moule à fabriquer. Des hommes politiques pour aller créer d'autres partis. Il y en a aussi qui sont partis du RDPC pour rejoindre le PCRN, le MSC. Et merci de recevoir le plus grand parti politique de tous les temps de ce pays. Et c'est un honneur de parler au nom du RDPC sur ce plateau. Vous avez fait des stats pour vous assurer que vous êtes plus grand que l'UNC. Quand on a 152 députés, 8000 conseillers municipaux sur 11 000, le président de la République, les 80 sénateurs, non. Et quand on entreprend les régions, il n'y a pas à m'enorgueillir. Il faut être fier. Je suis heureux d'être du RDPC. On peut vous répondre que ça frige justement les scores soviétiques. Ça ne dérange personne quand Macron avait la majorité du Sénat, la majorité de l'Assemblée nationale, c'était une démocratie là-bas. Donc, c'est le jeu politique. On n'est pas l'église ici. Ceux qui gagnent, ceux qui perdent, qui respectent et qui se mettent au travail. Emmanuel Kouni, bonsoir. Bonsoir, M. Dipita. Mais à l'époque, quand on vous recevait comme ça, surtout au lendemain du NEC, on parlait davantage du SDF. Tout à fait. J'ai fait 24 ans dans le SDF. Je ne suis pas une personne qui fait de l'immobilisme. Et puis quand le landerneau politique se développe, il y a des éléments qui justifient les mouvements. Il y a des partis qui s'essoufflent. Il y a des partis qui prennent un peu plus de vigueur. On ne peut pas se sédentariser dans un parti pour le plaisir de dire aux gens qu'on est sur place. Moi, je crois que en ce qui me concerne, j'ai bien expliqué à tout le monde pourquoi est-ce que je suis parti du SDF pour le MRC. Je n'ai pas fait un retournement de veste ou je n'ai pas fait une sortie par le haut ou par le bas. J'ai fait une translation, un mouvement latéral partant d'un parti qui a un objectif vers un autre parti qui a un autre objectif. Et exactement l'objectif du premier parti. Et puis, je crois que
j'ai expliqué que si je suis parti du SDF pour le MRC, ce n'est pas parce que le SDF avait un problème avec moi, c'est parce que le SDF n'avait plus de leadership. Le SDF avait des structures solides. Le MRC n'avait pas de structures solides, mais avait un leadership qui tenait la route. Et j'ai pensé qu'on peut travailler pour mettre des structures en place, mais on ne peut pas travailler pour créer un leader. Donc, je suis allé vers le MRC parce que je continue à penser que le MRC est plus approprié pour atteindre l'objectif. C'est pour ça que je parle d'une translation, parce que je continue à regarder ma cible. Qui est non, ce n'est pas de l'opportunisme. Non, c'est une translation, ce n'est pas un retournement, ce n'est pas un virage. Et puis quand on parle, j'ai entendu parler de transfuge. Quand on parle de transfuge, il s'agit de trahison, il faut éviter des mots totalement stupides comme ça. Le débat n'est pas encore... Parler aux gens sérieux. Donc, en ce qui me concerne, je refuse d'être traité de cette manière-là. J'ai fait un mouvement que je peux justifier et je crois que je suis fier de ce mouvement-là. On en parle ce soir. Après 24 ans dans le SDF, je crois que je suis bien dans mon temps. À côté de vous, on aurait souhaité avoir Elie Bilobé ce soir également, ou alors... Moi également, je l'aurais souhaité. Célestin Djamel, mais pour des raisons indépendantes de leur volonté, hein, ils avaient des engagements. Des engagements familiaux, d'autres liés à d'autres sujets. Donc, on aura certainement l'occasion de les avoir pour s'exprimer sur cette question. C'est quoi cette partie remise? Avant peut-être de prendre la transition, je voulais justement prendre des nouvelles du PCRN et de Joseph Espoir Billon. Je veux dire que l'actualité tout récente nous apprend qu'il a été suspendu de toute activité liée au parti, sachant évidemment qu'il est quand même adjoint au maire, 6e adjoint au maire à Douala 5e. Oui, c'est une actualité que je découvre aussi. J'ai découvert ça tout à l'heure dans les réseaux sociaux. Mais je tiens également à préciser que je ne suis pas mandataire du PCRN sur ce plateau. Bien qu'étant membre de ce parti, le plus souvent quand je suis mandataire sur le plateau, ça se fait. Donc là, je suis invité parce que nous sommes des amis, vous êtes un aîné et vous avez sollicité que je sois là. Donc ce que je dis, et bien, les analyses que je vais apporter sur ce plateau n'engagent que moi. Ça n'engage pas le parti. Maintenant, concernant forcément cette actualité de Joseph Espoir Billon, il faut dire qu'au soir des élections régionales du 6 décembre, M. Billon est encourroucé par la victoire écrasante et imposante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a tenu les propos de nature à montrer un peu cette monocolore qui s'est dessinée dans les assemblées régionales. Ces propos étaient des propos d'un homme politique qui était sous le fait de l'analyse factuelle des résultats qui tombaient à ses yeux. Et diversement, ça a été interprété par des camarades à la fois du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je ne sais pas pourquoi ça devrait faire l'objet d'un conseil de discipline, parce que ce sont des propos qui ont été tenus dans le cadre d'une élection et que le PCRN, à moins que je me trompe, est un parti de l'opposition, nullement un parti de la majorité présidentielle. Donc, si on tient des propos de nature à pouvoir donner raison à un membre de l'opposition qui, lui, a refusé d'aller à la compétition électorale pour des raisons qui lui sont propres, je ne sais pas pourquoi ça devrait faire l'objet d'un conseil de discipline pour essayer peut-être de pouvoir calquer ou alors édicter un certain nombre de propos que les uns et les autres devraient tenir en public. Je pense que la parole est libre, la pensée aussi devrait l'être. Maintenant, si les propos sont de nature à heurter l'idéologie du parti, je pense que les instances du parti, notamment le bureau politique, devrait se saisir de ce dossier-là. Il faut certainement convoquer M. Billon pour qu'il puisse s'exprimer. Parce qu'il ne faut pas oublier que les mots n'ont de sens que dans une phrase. Et il n'y a que celui-là qui est capable de les construire dans une phrase, qui est également capable de les expliquer. Mais il ne faut pas également oublier que cette attitude traduit un peu la pensée d'André Marot qui disait que seuls les esclaves ont l'habitude de dire oui. Dans ce contexte, il est important de pouvoir nuancer la pensée. M. Billon a tenu des propos au soir des élections régionales. Ces élections ont donné une victoire écrasante et imposante au RDPC. Il n'a pas voulu lâcher de l'ex en reconnaissant forcément que cette omniprésence dans les institutions étatiques
pouvait traduire de la dynamique de retour en arrière par rapport au parti unique. Donc je pense que c'est sur cette colère-là que M. Billon s'est exprimé. Vous voulez dire un mot pour les Youm? Non, pas du tout. Je prends juste acte que Billon a été convoqué au conseil de discipline de son parti au niveau départemental. Il ne s'est pas présenté, la sanction est tombée. Moi, je croyais au moins, pour nous qui prenons l'état de droit et la justice, je crois au moins qu'on devait lui donner une deuxième, troisième convocation. Parce que même au commissariat, quand vous êtes convoqué au commissariat, vous avez 3 tentatives avant même qu'on amène le dossier au niveau du parquet. Mais je vois que dans nos partis politiques aujourd'hui, c'est comme si Billon avait déjà un problème. On attendait juste la petite erreur pour pouvoir le mettre sur une guillotine. Donc c'est l'impression que nous avons vue de l'extérieur. Le reste, ce sont les affaires du PCRN. Emmanuel Cognier. Oui, en tant qu'un vieux politicien, j'ai fait 24 ans dans le SDF, donc nous avons eu beaucoup de cas de discipline, et c'est allé dans tous les sens et tout ça. Moi je crois... Ah oui, le 8-2 chez vous, oui, hein. Je voudrais tout simplement dire que je constate que le PCRN est en train de faire ses classes, et quand on fait ses classes, on fait souvent beaucoup de fautes, et ce qui est en train d'être fait là n'est pas au service de leur parti. Je crois qu'ils auraient mieux fait. Bon, mais ils ont posé l'acte. Je crois qu'ils auront le temps, n'est-ce pas, de se rendre compte de ce que ce type de prise de position peut apporter comme avantage ou comme problème. Donc, je crois que laissons-les, donnons-leur la possibilité, n'est-ce pas, de faire ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Mais j'avoue que c'est un peu trop... Enfin, moi, je ne pense pas que c'est ce qu'il y avait à faire. Parce que quand on a un militant comme celui-là, qui plus est quelqu'un qui vous représente dans les institutions, la moindre des choses, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, le convoquer à un conseil de discipline. Et s'il ne se présente pas au conseil de discipline, il faudrait trouver d'autres solutions. Parce que, apparemment, c'était un conseil de discipline départemental, dont il pouvait faire le recours à d'autres instances et ne pas prendre forcément des sanctions. Donc, je crois que... bon, j'ai presque rien à dire là-dessus, mais je dis que je constate tout simplement qu'ils font leur classe et peut-être que d'ici peu, ils vont pouvoir, n'est-ce pas, se comporter mieux. Mais vous avez tout dit, mais... Élisant. Oui, il y a un adage qui dit que c'est peu difficile de se voir parler des choses qui ne concernent pas certaines personnes. Est-ce que je suis du RDPC, je vais juger le règlement intérieur du PCRN? Le PCRN est en train d'appliquer son règlement intérieur face à un de ses militants. On n'a pas à juger qu'il y a eu 2, 3, 14, 25 convocations. C'est le PCRN qui sait comment il fonctionne avec son règlement intérieur. Ça, c'est 2. La deuxième chose, c'est qu'un parti, c'est une idéologie, c'est une devise et c'est une ligne de conduite à suivre. Si un militant a été égaré, que le parti s'est saisi dans l'instance qui doit le punir, ils ont donc posé leur acte. Je suis quand même surpris de suivre ici que ces hommes politiques qui sont sur avec moi étaient contents quand le conseil de discipline, la commission Moussongué, s'était mise en place pour tirer et remettre à l'ordre les militants du RDPC. J'étais content. Mais quand on parle d'un parti d'opposition, il y a une espèce de solidarité pour dire non, j'attends ceux qui font leur classe, on devait donner 3 convocations. Non. La politique, c'est ça. Un parti politique doit être ordonné, doit être discipliné. Vous avez un élément qui s'égare selon votre ligne de conduite et il doit se remettre à jour et sur les rails. Et ce n'est que comme ça qu'on fait. Maintenant, ça revient dans le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est que quand vous n'êtes plus à l'aise dans le parti, vous partez. Et là, je viens donc pour dire à mon frère que le mot c'est transfuge. Vous n'allez pas, que vous l'acceptez ou pas, le terme de quelqu'un qui quitte un parti pour un autre, un club pour un autre club, appelons tous les noms qu'on veut, c'est Ils sont pas encore dans le terme. Tu ne peux, c'est la langue française, dis ça en ta langue maternelle. On va s'accorder tout à l'heure. Tu n'en sais rien. Je suis quand même surpris qu'en 5 minutes de parole, vous avez dit 24 ans au SDF 150 fois. Vous avez encore le statut SDF. Je vais... Pour revenir peut-être sur Serge Espoir, c'est là de ce que vous dites un mot et puis on prend la phrase. Je voulais dire que peut-être Zang est très content quand il convoque la commission Moussongwe. Je souscris à ce que M. Kouni disait tout à l'heure. Nous sommes un jeune parti. On fait nos classes. On fait nos classes. On ne s'est jamais croisé dans un stade de football, même comme tu es un adepte du 2-0. Donc rassure-toi. On fait nos classes. Et en faisant ces classes, il est normal qu'on se casse les dents. Tout à fait. Et normalement, ces types en fait, ce ne sont pas des actes politiques, ce sont des faits divers, devraient se gérer sans éclat ni voix. C'est-à-dire que même si on a sorti une suspension parce qu'on a convoqué un camarade et il ne serait pas venu,
quel est l'intérêt pour ces camarades qui l'ont suspendu, qui l'ont sanctionné, de balancer la note sur les réseaux sociaux? Quel était l'intérêt du camarade en question de parler d'un autre parti politique de l'élection? S'il vous plaît. Monsieur Bikaï. Je vous en prie. Ça vous dérange, hein? Écoutons-nous. Ça nous dérange. Non, Ça écoutons. nous amuse de vous voir jouer ce que vous jouez là. Écoutons-le. Vous n'avez pas encore compris. Non, tu n'as rien compris. À côté de cela, il ne faut pas que nous l'oublions. La prise de parole publique est un exercice extrêmement difficile, qui relève peut-être d'un certain nombre de personnes qui sont aguerries. Pour ceux qui ne le sont pas, ça y va souvent de quelques manquements qui peuvent également être justifiés et compris seulement par ceux qui sont aguerris à la prise de parole publique, notamment dans le cadre peut-être des formations politiques. C'est la raison pour laquelle, dans les formations politiques, on a ce qu'on appelle une cellule de communication, on a accessoirement un porte-parole, mais avoir cette structure-là ne veut pas dire forcément qu'on maîtrise la communication publique. Peut-être c'est dans ce piège-là qu'est tombé le jeune maire Joseph Espoir Billon. Mais je dis, je répète, les mesures coercitives ne devraient pas être étalées sur la place publique. Parce que lorsqu'on est un jeune parti comme le nôtre, c'est un peu l'équivalent des Rumta des années 90, qui chantaient aussi bien mais qui n'étaient pas audibles. Ça risque à encore rendre nos actions inaudibles face aux mastodontes dont nous avons affaire au quotidien. Donc il faudrait qu'on fasse raison garder et que nous fassions extrêmement attention, notamment ceux qui ont la charge de diriger le parti à des instances départementales, locales, ainsi de suite. Je voudrais réagir à ce niveau. Bikaï a dit quelque chose d'intéressant. Il a parlé de la prise de parole en public. Mais il y a un autre aspect qu'on oublie, c'est les médias et les réseaux sociaux. Les médias et les réseaux sociaux aujourd'hui relaient l'information qui, eux, les intéresse. Je vous prends un cas de figure. Un dimanche, à une émission, on parlait du président Cyril Sambaka. Il fait une déclaration où il dit qu'un parti politique a réussi à mener des cadres en politique. Mais malheureusement, ils ne sont pas formés. Qu'est-ce qu'on fait? On découpe la partie, on dit qu'ils ne sont pas formés. On ne prend que la première partie, on publie ça partout sur les réseaux sociaux, dans tous les médias. On amplifie ça pour donner une certaine image à ce parti politique. Et je crois que Billon a été victime de cela. Et je crois que c'est Billon, c'est un ami. Je vais lui dire quand je vais le voir. Lui dit qu'il est tombé dans le piège qu'on lui a tendu. Parce que le fait de déclarer cela, il fragilise son propre parti qui est le PCRN. Je ne refuse pas qu'on puisse appliquer une censure militant qui est indiscipliné, mais le fait d'exposer publiquement le PCRN comme ça, c'est ça qui est mauvais. Et le RDPC ne peut que se réjouir de ce genre de choses parce que ça fragilise l'opposition et c'est les médias et les gens qui sont les gens qui sont en d'autres termes, vous y voyez des gens qui sont hostiles au PCRN qui ont amplifié cela et puis il repart encore dans un média. Dans la même semaine, il refait encore les mêmes déclarations. Et ce qui est encore plus grave, c'est la réaction de leur président. Moi, j'étais choqué de voir le président Cabral qui déclare que ça doit être le coup de la jouvence. Il a dit que oui, parce que c'est encore un jeune. Cabral lui-même, si on lui avait fait le reproche à la présidentielle qu'il est encore jeune, je ne suis pas sûr qu'il serait content. C'est le mobile avec lequel il est entré en politique. Fait le reproche aujourd'hui à Billon qu'il est jeune, vouloir le traiter ainsi. Je crois que c'est un peu condescendant. Je ne refuse pas. En même temps, je veux dire que il faut avoir des éléments pour lui faire des reproches. Si Billon... Enfin, moi, c'est un peu ce qui manque. C'est un peu le sentiment général... c'est pas ce qui manque. On ne dit pas que Billon a raison. C'est un peu le sentiment général qui s'en dégage au lendemain de sa sortie. Beaucoup parlent d'immaturité. Moi, j'ai utilisé le même mot sur notre plateau concernant mon ami Billon. Oui, effectivement. C'est tout. Et je voudrais par là dire que... Donc, de ce point de vue, Cabral est dans... Vous avez vu le camp N'Djamena au MLC. Vous n'avez jamais vu le MLC organiser un conseil de discipline pour M. N'Djamena. Vous l'avez justement... Et c'est ça qui a péché au PCN. C'est cette maturité. Même le RDPC, vous voyez, son conseil de discipline arrive un moment, on a déjà travaillé certaines échéances où on sait comment on va encadrer cela. Malheureusement, le PCN était un jeune parti, il est tombé dans ce piège aujourd'hui. Et Billon met en difficulté son propre parti au profit d'un autre qui ne représente sur le plan politique pas grand-chose, mais qui essaie d'exister derrière d'autres partis politiques. On va prendre la transition et puis on rentre dans le débat de ce soir. Alors, transhumance politique, peut-être qu'on va commencer par là pour que on va essayer d'avoir je veux dire, une définition commune, si on peut avoir une définition commune, pour qu'on se comprenne d'abord, si on est d'accord de ce de quoi tout à l'heure j'ai entendu transfuge, l'autre a dit que ce n'est pas la transhumance.
Bon, je voudrais... Le nomadisme. Il y a du nomadisme là-dedans, sachant que ça se rapporte à des questions de morale, d'éthique, un certain nombre de choses, d'intérêt personnel, peut-être matériel pour certains. Alors Paul, vous, comment est-ce que vous définisseriez-vous ce phénomène? Bon, je vais faire simple, de changement de parti d'un parti à un autre, souvent au détour d'une élection ou alors d'une crise politique ou des enjeux. Ouais, moi, j'ai dit que c'est la transhumance. D'ailleurs, le titre transhumance politique, qu'est-ce qui fait problème? Bon. En fait, ce n'est pas un phénomène qui est seulement au Cameroun. Quand vous allez même dans les grandes démocraties en France, aux États-Unis, vous avez le cas de Donald Trump. Donald Trump était républicain, démocrate. Il a fait ce qu'on appelle Kacha Dance Mafia, en fait. Et vous allez même en France, vous allez voir que le grand parti socialiste, la gauche même déjà s'est effritée. Vous avez le grand parti socialiste dont sont sortis les Mélenchon et autres. Vous allez voir que même la droite, depuis le président Giscard d'Estaing, Chirac et autres, il y a beaucoup de mouvements comme ça. Et pour le cas spécifique du Cameroun, même les partis qui sont nés du multiparti, il ne faut pas oublier, c'est la plupart des militants qui sortaient de l'ex-UNC qui ont créé des partis à l'avènement du multipartisme. Bon, au retour, pas à l'avènement, parce qu'il y avait le multipartisme. Avant 1966, le président Idjo a décidé de revenir au parti unique, d'aller au parti unique plutôt. Maintenant, donc, au Cameroun, ce qui se passe, c'est plus dans les partis d'opposition, on veut faire le constat, parce qu'il y a quand même des cas qui sont, disons, qui opposent une portion congrue au parti au pouvoir qui démissionne. On peut expliquer cela simplement parce que, bon, ils tiennent le pouvoir, ils ont des leviers où ils peuvent venir à certains leurs militants qui essaient de faire, entre guillemets, une espèce de trahison parce que là-bas, on considère qu'une démission est une trahison. Par contre, dans l'opposition, on constate que beaucoup démissionnent d'un parti, ils vont à l'autre et après, ils se retrouvent encore à démissionner là où ils sont arrivés. D'ailleurs, moi, c'est mon cas, personnellement, c'est mon cas, je suis de ceux-là. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs raisons. Vous avez... Avant les raisons, je voudrais d'abord qu'on s'accorde sur les définitions. Bon, la définition, moi, je vous ai dit le mot transhumant, pourquoi? Parce que ça veut dire vraiment politique. Mais je dirais le fait d'entrer et de sortir dans des partis politiques, la définition de manière très triviale, je dirais que c'est simplement un choix personnel. Parce qu'un parti politique, en fait, permet de véhiculer une vision que vous avez. C'est ça que les gens oublient. C'est qu'on adhère à un parti politique parce que ce parti va en adéquation avec notre vision en tant qu'homme politique. Et maintenant, si on est adhéré et que le parti lui-même, il décide de changer le cap, vous avez par exemple le parti de M. Kounié, il va m'excuser de le citer, le MLC qui en 2016, 2017, 2018 disait la voix des urnes, disait les Camerounais inscrivez vous dire, et du jour au lendemain, parce qu'il a perdu la présidence, il change de cap. Ça veut dire que le parti en lui-même est en train de trahir sa propre idéologie qu'il avait au départ. Et vous, le militant qui est en train de dire attention, le parti est en train de virer, on croit. Donc, c'est de manière triviale, c'est le fait de quitter d'un parti à un autre. Quelle compréhension faites-vous de ce phénomène-là, le changement de parti, transhumance politique? Comment définisseriez-vous? C'est ça, non? Bon, je voudrais d'abord dire à mon frère que ça ne sert à rien de nous balader à la gauche, à la droite, républicain, démocrate, qu'il sache qu'il a fait 3 partis politiques, lui. Ah bon? Oui, il a fait le MSC, et après le MSC, il a démissionné, il allait pour les raisons qu'il a. Parce que nous sommes dans cette émission pour essayer de faire comprendre pourquoi on peut quitter un parti pour un autre. Pour lui, moi, fait le MRC, ça va que je l'ai connu. Il est parti du MSC pour l'UDC, il est parti de l'UDC. La seule raison qu'il s'est parti de l'UDC, par solidarité au grand Sambaka, aujourd'hui, il a l'AFP. Donc, il est bien placé pour nous dire. Non, tu as la fait. Il est bien placé pour nous dire aujourd'hui pourquoi il est parti. Mon père Kounié est parti du SDF pour le MSC, il sait pourquoi il est parti. Donc, moi, ce qui me concerne, transhumance, nomadisme, transfuge, tout ça, c'est des gens qui quittent à un moment donné pour des raisons X. Je dis bien X, on ne va pas faire dans les procès d'intention ici. Les gens quittent un parti pour des raisons X pour un autre parti, parce qu'ils estiment que à un moment donné, c'est peut-être ils se sentent plus à l'aise là-bas, peut-être il faut suivre un autre son de cloche, peut-être l'idéologie du parti dans lequel ils sont pour le moment n'embrassent plus leur pensée, peut-être parce qu'ils n'ont pas été investis. Au moment où il fallait être investis, peut-être ils estiment que le parti où ils vont là a plus de chances de glaner des postes électifs et ils vont là-bas. Et parce qu'il y en a qui suivent le frère, il y en a. En fait, ça dépend, chacun ses raisons pour lesquelles. Il y en a qui suivent le frère. Bien sûr. Comme lui-même. J'accepte. Moi, non. Ce qui est bien avec moi, monsieur, c'est que moi, j'accepte que je suis boulou, je vais vers l'URPC. Tout à fait. Acceptez aussi que vous êtes allé au MSC. Malheureusement, nous n'avons pas la même motivation. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Donc, je voulais vous faire comprendre que nomadisme, transhumance et tout,
c'est un même thème, ça veut tout simplement dire que les gens quittent un parti. Bon, maintenant, les raisons qui ont poussé les uns et les autres à y aller, ça c'est la deuxième intervention, quand vous me donnez encore la parole. Transhumance. Oui, moi je pense que transhumance, c'est une expression qui s'y avec le contexte actuel, alors le contexte qui anime la plupart des acteurs politiques sur la scène camerounaise. Je tiens également à signaler que c'est une expression géographique qui veut simplement, au-delà du concept de mobilité, traduire l'adaptabilité que les êtres vivants ont souvent à subir à un moment de leur vie, notamment du côté des animaux par rapport à la saisonnalité. C'est-à-dire, on a un transhumant lorsque on déplace peut-être un troupeau de bœufs d'un endroit qui a moins d'herbe vers un endroit qui a plus d'herbe dans l'optique de les nourrir, de les abreuver, pour qu'ils puissent s'adapter afin que ce troupeau ne puisse pas périr. C'est ce qui explique le concept de transhumance. Maintenant, dans notre espace politique, il est également lié à une adaptabilité humaine en termes d'idées. Peut-être là où on était avant, on est un peu séquestré, on a mis à minorité. Oh, okay. Au lieu de suffoquer, on préfère peut-être muter de là où on est vers une autre formation peut-être qui remplirait les critères qui ont été à l'origine de notre engagement politique, peut-être, qui nous permettrait d'avoir plus d'aura. Peut-être on reviendra sur les mécanismes de la transhumance politique depuis le retour au multipartisme dans les années 90. Donc c'est cette définition que je peux retenir, que la transhumance politique est essentiellement un phénomène qui est lié à la survie des acteurs, d'adaptabilité des acteurs politiques. Je peux encore tolérer le mot transhumance, hein, parce que, bon, encore qu'il faut le prendre au figuré. Pas au propre. Oui, il faut le prendre au figuré. Parce que quand on parle de transhumance, ça suppose que même là où vous êtes parti, vous ne devez pas y rester. Vous ne devez pas y rester. Parce que si c'est la transhumance, ça veut dire que vous devez continuer. Or, ce n'est pas le cas précis. Parce que vous n'avez rien qui vous dit que c'est une transhumance. C'est-à-dire que c'est pour une période et qu'après, on va pouvoir continuer son chemin. Un transhumant, c'est quelqu'un qui va errer. Vraiment du nomadisme, quoi. Ouais, et qui continue. Non, l'expression transhumance même n'est pas fausse, parce qu'il y en a qui vont et qui reviennent. Oui, peut-être pour certains. Donc, ça peut... C'est pour ça que j'ai dit de le prendre pas au premier degré. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Bon, ceux qui s'amusent à parler de transfuge, c'est la trahison. Quand vous êtes un transfuge, ça veut dire que vous avez trahi une cause. C'est ça le sens propre d'un transfuge. Quand vous êtes un transfuge, vous avez trahi une cause. Alors, quand c'est des transfuges, il faut ça, à la limite même c'est une injure. C'est une injure. Donc, il faut, quand les gens ne peuvent pas dire des mots en français, parce que le français n'est pas notre langue, c'est une langue d'emprunt. Et on n'est pas obligé de bien comprendre le mot. Donc, quand les gens n'ont pas bien compris un mot, ils peuvent essayer de le dire en leur langue maternelle et puis s'arrêter là. Il faut éviter de coller des mots que vous maîtrisez mal aux gens, parce que vous dites des choses que vous-même, vous ne comprenez pas. Donc, moi, en ce qui me concerne, je ne parle ni de transhumance, ni de transfuge, ni de nomade, ni de tout ce que vous voulez. Je vous ai dit que j'ai fait un mouvement latéral. Moi-même, j'ai qualifié ça, je dis que c'est une translation qui me permet de partir d'un point A à un point B. Je me fixe sur le point B, mais la particularité que j'ai, c'est que j'ai un objectif que je regarde à partir de... Donc vous êtes sûr que dans 2 ans, vous ne partirez pas... Puisque j'ai fait 24 ans là où j'étais. Donc vous allez faire 24 ans MS. Non, c'est pour vous dire que je ne peux bouger que si je trouve que l'objectif que je vais atteindre peut être mieux atteint. Donc vous êtes dans la transhumance. Non, pas la transhumance. C'est la transhumance. La transhumance, c'est... Je vous ai dit que la transhumance suppose que vous pouvez continuer. Oui, c'est ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est l'itinéraire politique. Et à chaque fois, on laisse le sac. Si demain vous estimez que vous êtes en harmonie avec le MRC. Je pense qu'on va y arriver avec le MRC. Depuis le temps, il n'y a plus de temps. La différence, c'est que à un moment donné, au SDF, nous avons cru qu'on pouvait y arriver. Mais il y a une particularité, parce qu'en 92, quand il y a le vol des élections en 92, quand le RDPC a volé la victoire de M. Foundi, il y avait une particularité qui ne peut pas exister aujourd'hui, c'est-à-dire que le syndrome, à la fin de règne, n'était pas là. Aujourd'hui, tout le monde parle du grand soir. Et nous attendons le grand soir. Le grand soir, on ne va pas l'attendre pendant 5 ans ou 6 ans. Donc, je pense que je suis bien placé là où je suis, et je pense qu'à partir de là, on va atteindre l'objectif. Voilà. Alors, et si on essayait d'interroger les raisons de ces changements-là, qu'est-ce qui peut expliquer que des hommes politiques, que vous êtes, mutent du jour au lendemain, se retrouvent dans d'autres partis politiques, souvent même dans des idéologies aux antipodes, hein. Un gars peut partir de, je sais pas, pour le RDPC, même. Oui. Hein? Un Pépin, si on interrogeait un peu
Les motivations, les raisons, Non, les motivations, les raisons sont multiples, notamment dans notre contexte. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 2 éléments qui peuvent fonder une transhumance politique. Il y a l'inconsistance idéologique et il y a l'opportunisme pour le cas d'espèce. Mais je convoquerai également un 3e élément qui est fondamental. Le concept de messianisme dans le leadership des partis politiques. C'est un concept qui est très fondamental et qui est à l'origine de l'annihilation des dynamiques internes qui peuvent s'inscrire dans des associations. J'ai convoqué tout à l'heure l'inconsistance idéologique parce que la plupart des partis politiques reposent sur une idéologie qui n'est pas bien enseignée à leurs militants. C'est-à-dire que les gens y arrivent, ils ne maîtrisent pas leur idéologie, se fixent leurs propres objectifs qui sont à l'antipode des objectifs fixés par le parti et son idéologie. Parce qu'en réalité, un parti repose sur un socle granitique qui est l'idéologie. Et le premier élément d'appropriation du militant qui arrive, c'est de pouvoir s'abreuver à cette idéologie. Mais bon nombre de militants, quand ils arrivent dans un parti politique, même le parti de la flamme de M. Zang, ils ne maîtrisent pas les éléments qui fondent l'existence de ce parti. C'est ce que j'appelle l'inconsistance idéologique. Maintenant, l'opportunisme, lui, c'est créé. Parce qu'en réalité, au gré des vents, et comme une girouette, les gens arrivent dans les formations politiques dans l'optique de saisir les opportunités qui s'y pressent à eux. Pour la plupart, ils se définissent comme étant des entrepreneurs politiques, mais ils finissent par devenir tout simplement des opportunistes politiques. Peut-être parce que monsieur est un homme d'affaires en ville, et puis bon, il y a une élection, de temps en temps il ramène des paquets de maquereaux au village, de temps en temps il apporte quelques semences améliorées, et puis il vous dit désormais, c'est moi qui représente le parti ici au village. Vous voyez qu'il est en train de saisir une opportunité qui se crée à lui, il y a une élection qui pointe à l'horizon, il peut aller au village, il vient avec le parti dans l'optique de se faire élire. Et je convoque également le 3e élément comme cause de cette transhumance politique qu'on a observé depuis les années 90. Je parlerai du messianisme dans le leadership des partis politiques. Voyez-vous, les partis politiques, un parti politique est une association dont l'objectif est qu'il doit vivre plus longtemps que les créateurs. Et un parti politique ne peut vivre que sur la base des dynamiques internes basées sur les combats idéologiques. Ça veut dire que quand on s'est approprié l'idéologie du parti, on doit accepter à l'intérieur de ce parti-là des courants de pensée, des natures à faire en sorte qu'on puisse gagner. Parce que l'objectif d'un parti politique, c'est d'aller aux élections, de gagner, de prendre le pouvoir et de le conserver aussi longtemps que cela est possible. Peut-être à ces jeux-là, le RDPC ne me démentira pas parce que depuis pratiquement 1960, ils sont aux affaires et puis ils essayent très bien de trouver des éléments nécessaires, de faire une bonne lecture de l'environnement afin de conserver le pouvoir même pour 150 ans. Tel que c'est parti, on croit que le tapis rouge les est pratiquement déroulé. Donc, quand cet objectif est défini et que les acteurs qui arrivent dans les partis politiques, ils se rendent compte en réalité que le jeu, en termes de courant de pensée, est verrouillé. Leur voix ne se fait pas entendre. Pourtant, ils sont dotés d'un confort intellectuel de nature à animer la vie du parti, accessoirement d'un confort financier les permettant de mobiliser la logistique pour implémenter la vision du parti sur le terrain en enseignant les militants. Eh bien, ils se rendent compte qu'ils étouffent. À un moment, on assiste justement à des cas d'indiscipline, tels que ce que nous avons relevé ce soir, qui aboutissent, il faut le dire, au départ de ces personnes-là pour se retrouver dans d'autres formations politiques, peut-être, qui ne cadraient pas au départ avec leur idéologie. Dans le contexte camerounais, je vais terminer, puis chuter par là, on a à peu près 2 camps qui s'affrontent. C'est-à-dire les républicains qui se recrutent dans le courant des odulatistes et les nationalistes qui se recrutent dans le courant des indépendantistes. À ces 2 courants, ils peuvent se greffer d'autres courants qui peuvent être des courants d'emprunt
issus des dynamiques sociopolitiques venant des grands pays développés, parce que de temps en temps, on parle du concept des démocrates qui arrivent, on parle du concept des écologistes, on parle du concept de la gauche radicale, de la droite radicale, ainsi de suite. Mais dans le contexte camerounais, ce sont ces deux courants de pensée. Et vous allez observer très bien que tout s'est joué au retour du multipartisme en 90, où on a assisté à des leaders qui étaient hier dans un parti politique et qui progressivement ont commencé à quitter le bateau pour se retrouver soit dans d'autres formations politiques, soit à créer leur formation politique. Parce qu'ici également, le concept du mécanisme dans le leadership est quoi? Est que on ne veut pas se faire passer pour un ouvrier dans la libération d'une cause. Merci, on veut Pépin. être celui-là qui libère automatiquement le peuple en se jetant dans l'action d'entrepreneuriat politique. D'accord. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène au Cameroun? Reniement, revirement, vous, quelle compréhension vous donnez à quel mobile? Pour ma part, je pense sincèrement que ce sont les partis politiques qui sont les premiers responsables. Premièrement, pourquoi? Parce qu'au Cameroun, les gens adhèrent dans les partis politiques par suivisme. C'est-à-dire l'idéologie, la formation militante n'est pas vraiment faite. Donnez raison. Beaucoup suivent soit le frère du village. Donnez raison à Elise qui disait que vous partez. Il y a des gens qui suivent au Partez de Cameroun. l'UDC. 80 à 95% des militants suivent le frère du village ou suivent un individu, par exemple, au Cameroun. Maintenant, vous avez l'autre aspect, il y a les ambitions personnelles. On ne peut pas refuser aux hommes d'avoir les ambitions personnelles. Vous avez le troisième élément qui est le conflit des courants de pensée, mais pas le style de courant que lui a cité. Je ne sais pas ce qu'on appelle ojulatistes, etc. Nous sommes en 2020 aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas. Je veux dire quoi par courant de pensée? En interne, aujourd'hui, on constate les partis politiques, il y a une espèce de dictature de la pensée. On ne veut pas qu'il y ait la libre pensée. On ne veut pas que les gens puissent s'exprimer. Pourtant, ce sont les courants de pensée qui font la force d'un parti politique. C'est vrai, souvent c'est aussi un petit inconvénient parce que quand le parti n'est pas assez structuré, il n'est pas assez fort, il peut éclater. Vous avez le cas par exemple du Parti socialiste en France que j'ai cité. C'est les courants qui ont fait Mélenchon aller créer aujourd'hui la France insoumise, par exemple. C'est les courants. Vous avez même dans la droite aujourd'hui, vous voyez Sarkozy qui essaie de recoller les morceaux. Chacun qui vient, Laurent Wauquiez était là, chacun qui vient. Au Cameroun aussi, c'est pareil. Vous allez voir la démission, par exemple, de Bernard Mouna, du SDF, les Saïdou Maïdadi et consorts, vous allez voir que c'est toujours une affaire de courant de pensée. Vous allez voir que ce qui divise même les gens qui sont allés à l'UNDP plus tard, c'est toujours le courant de pensée. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas encore au Cameroun à avoir des partis politiques où on estime que chacun a un courant de pensée qu'il représente, une ligne dans le parti qu'il incarne. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'une espèce de polémique, entre guillemets, dans le SDF qui opposerait l'honorable aussi à l'honorable Unity. Parce que les deux, dans la manière de s'exprimer, dans le discours, dans la façon de faire, incarnent deux tendances du SDF qui sont différentes. Et maintenant, c'est aux gens de comprendre qu'on peut être un même parti politique, se battre pour la même cause, mais avoir des stratégies différentes. C'est au parti maintenant d'être assez fort pour pouvoir le comprendre. Pour mon cas, personnellement, je prends un exemple. Moi, je démissionne de mon premier parti politique. Pourquoi? Parce que je me rends compte que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes en train de faire la politique et la masse qui est là, elle n'est pas en train de faire la politique. Elle est là pour d'autres objets. C'est quel parti? C'est le MSC. Vous vous retrouvez évidemment avec des gens, c'est-à-dire vous n'avez pas les mêmes objectifs que les gens. Et donc, vous vous retrouvez dans une espèce de sectarisme, entre guillemets, une espèce d'église réveillée, où des gens pensent que si ce n'est pas ce qui est dit par un leader... Sectarisme au MSC. Moi, ce sont mes propos et je les assume. J'ai parlé même d'autres partis politiques. J'ai parlé d'autres partis, mais j'ai parlé même du PCN aujourd'hui. Même Kaba, vous ne pouvez pas critiquer Kaba. Dès que vous critiquez Kaba, c'est la fatwa en interne. C'est ce que j'appelle le mécanisme de leadership. Sur les réseaux sociaux. Et c'est ça le message leadership. C'est des choses que les gens doivent être matures. Maintenant, quand vous vivez tout cela, vous voyez des gens qui se comportent comme ça. Vous avez une éthique, vous avez une morale. Et je vous rappelle une chose. Dans les partis politiques, chacun vit avec sa condition sociale, sa condition d'éducation. Chacun a son milieu et vous êtes obligé de composer avec ce tout. Et vous ne pouvez pas continuer à être dans une espèce d'espace où il y a des gens dont vous n'êtes ni proche
ni d'une manière ou d'une autre, mais qui veut vous amener à faire certaines choses. Pour le cas de l'UDC, qu'est-ce qui se passe par exemple? On met en place une plateforme de coalition des jeunes de notre arrondissement de Douala Premier sous la houlette du leader de l'UDC dans le littoral qui est M. Séré Sambaka pour conquérir la mairie. Et les élections terminées, étant donné que j'ai été démissionnaire d'un parti politique, je dis donc, je reste avec mon mentor, j'apprends à ses côtés et hop, vous voyez ce qu'on critiquait tout à l'heure, qui se passe à l'UDC où on estime qu'un monsieur qui statutairement doit prendre la présidence d'un parti le temps d'un intérim, on viole les statuts du parti, on entre dans l'illégitimité, dans l'illégalité, et vous voyez donc l'opposition qui se comporte comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas assumer l'illégalité, l'illégitimité des comportements que vous critiquez vis-à-vis des autres. Vous devez garder votre éthique, votre décence. Vous n'allez pas rester dans un parti politique parce que Zang ou ses camarades vont venir dire que vous êtes transfuge. Non, vous devez préserver votre dignité. Votre dignité, c'est votre vision. Et pour chuter, je vous ai dit, un parti politique, c'est quoi? C'est un instrument pour pouvoir faire parler votre voix, votre vision en tant qu'homme politique ou leader de la société. Pourquoi? Parce que le parti politique, c'est celui-là qui vous permet d'avoir une casquette sur laquelle vous vous exprimez pour pouvoir atteindre un certain niveau. Et au Cameroun, tant qu'on ne va pas comprendre que c'est les leaders locaux qui vont permettre de pouvoir arriver au pouvoir, la magistrature suprême, plus tard, on ne pourra pas avancer. Donc, il est temps qu'on comprenne ce label-là, qu'il faut créer les leaders locaux, parce que c'est eux qui portent la voix du parti à la base et qui amènent enfin le parti au sommet. Emmanuel Kounié, sur les raisons. Non, nous sommes dans un espace. Moi, je suis en train de suivre tout ce qu'on est en train de dire là, mais je suis au regret de vous dire que nous sommes dans la périphérie du sujet. On n'y est pas entré. On n'y est pas entré parce que, en réalité, la politique, c'est un projet. Un parti politique, c'est un projet. Ou bien la politique, c'est un projet. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, il y a des objectifs ou des attentes, et puis il y a des stratégies pour réaliser les attentes, pour atteindre les objectifs compte tenu de la problématique. Nous sommes, et dans cette affaire-là, la première des choses qu'il faut intégrer, qu'il faut questionner, c'est le référentiel, le cadre dans lequel on se trouve. Les partis politiques sont dans un référentiel où un parti politique, soi-disant grand parti politique, a phagocyté toute l'administration, phagocyté toute l'armée. On a vu les militaires voter au sud-ouest et au nord-ouest, faire même des procès-verbaux pour le compte du RDPC. Alors donc, on a vu à la Cour constitutionnelle le représentant de l'armée venir intervenir pour le RDPC. Et les CAM se lever, on pose une question au RDPC, et les CAM se lèvent pour répondre aux questions. Donc, c'est un système qui est dirigé par des dictateurs. Pourquoi des dictateurs? Parce que ces gens-là, celui qui est président de la République aujourd'hui, M. Paul Biya, depuis 62 à 82, a travaillé auprès d'un dictateur. Et il a travaillé dans la dictature. En 82, lui, il a pris le pouvoir, il a fait la dictature de 82 à 92, sans partage. Il avait tous les pouvoirs. Les Yondo Blancs sont allés en prison. Aujourd'hui, avec le vent de l'Est et puis l'effet de mode, on lui dit, vous allez instaurer la démocratie. Ce monsieur ne peut pas instaurer une démocratie. Il ne peut pas se refaire une virginité. Il ne peut pas. Quand un arbre est tordu, on ne le redresse pas. Si vous le laissez, vous le cassez. Donc, il ne peut faire. Moi, je suis à la limite même d'accord avec lui. Parce que ce qu'il fait, c'est ce qu'il sait faire et c'est ce qu'il peut faire. Donc, ce qu'il a à faire, c'est d'abord de l'enlever de là. Et qu'il y ait un nouvel ordre. Pour que nous puissions penser, n'est-ce pas, à la démocratie et au multipartisme. Ceci dit, vous ne pouvez donc pas aujourd'hui commencer à nous dire les partis politiques, il y a l'idéologie, il y a cela. Pour moi, quand je suis dans le SDF, c'est pour que M. Biya s'en aille. Et quand je me rends compte qu'il n'y a personne là, dans le leadership qui peut le faire partie, je me rends compte que c'est dans le MRC qu'il y a quelqu'un qui me semble être capable de le faire partie. Je vais au MRC parce que l'objectif est celui-là. Je n'ai pas 50 objectifs. C'est après lui que nous pouvons parler réellement de politique. Parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ils ont deux leviers. Le premier levier, c'est la corruption. Le deuxième levier, c'est la répression. Si on vous donne de l'argent et vous refusez, alors on commence à utiliser la répression contre vous. Et d'ailleurs, regardez tous les partis politiques. Si vous voyez un parti politique qui n'est pas victime de répression, ça veut dire qu'il est corrompu. Fatalement. Et vous pouvez jongler comme vous voulez, cacher ce que vous voulez, c'est la vérité. Si vous voulez voir un parti politique qui est réprimé, ça veut dire qu'il n'est pas corrompu. Si vous voyez un parti politique qui n'est pas réprimé, ça veut dire qu'il est corrompu. Donc, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas 50. Donc, voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons. Maintenant, vous voulez faire des analyses d'idéologie dans une affaire complètement déstructurée. Qu'est-ce que vous demandez aux gens? Les gens vont d'un point à l'autre. Moi, je vous explique que je suis au SDF. Je regarde M. Froundi. Je dis, celui-là peut porter le changement. C'est lui qui peut porter le changement. Les autres leaders ne peuvent pas.
À un moment donné, fatigué, il laisse la place aussi Joshua. J'essaie avec aussi, je me rends compte qu'il ne peut absolument rien faire. Et au même moment, je vois à côté quelqu'un qui me semble être capable de le faire. Je fais ce que j'ai appelé la translation, je vais par là-bas. Alors, appelez ça tout ce que vous voulez, mais mon problème, c'est de regarder un objectif et de me dire comment atteindre cet objectif. Parce que le Cameroun a besoin d'être libéré. Et c'est justement cette affaire d'Aïdjo. Parce que, en réalité, quand la réunification a lieu en 61, c'était le francophone premier, l'anglophone second. Il eût été de bonne gestion, de bonne administration, de bonne gestion de la chose publique que Aïdjo partant dont le pouvoir est anglophone. S'il avait fait ainsi, on n'aurait pas 5000 morts qui sont de l'autre côté, etc. Et puis, même comme il n'a pas fait, les anglophones ont supporté. Et ils ont cru qu'en 2011, on leur a dit, pardon, pas en 2011, quand on a refait la Constitution en 96, on a dit, OK, il y a un mandat, le mandat est renouvelable une seule fois, c'est 7 ans. Ils se sont dit, on a déjà attendu pendant longtemps, on peut attendre encore 14 ans. Donc ils se sont dit, 2011, en 2000... Donc vous êtes d'accord qu'il y a un président anglophone après le président Biya? Je suis d'accord avec tout ça, mais le problème n'est pas le problème, c'est que... Donc ça veut dire que vous êtes prêt à défendre d'anglais, mais c'est qu'on investit un candidat qui est anglophone. Mais pourquoi pas? Non, la question c'est pas pourquoi. Mais moi je vous dis quelque chose, vous n'avez pas besoin de m'interroger, je vous explique. Je vous dis que quand, en 96 justement, on modifie la Constitution, et on dit que le mandat est de 7 ans, renouvelable une fois, les anglophones se disent, OK, ça veut dire donc que de 2016 à 2011, ça va faire 14 ans. On a déjà attendu plus de 40 ans, on peut encore attendre 14 ans. Et en 2008, on remodifie la Constitution, et puis ces gars se disent, on ne peut plus rien. Et c'est justement, quand vous avez bloqué toutes les voies face aux gens, je ne les soutiens pas. Je ne soutiens pas les gens qui prennent les armes, etc. Mais j'arrive à des moments à les comprendre. Parce que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tout bloquer et verrouiller tout et corrompre tout le monde et refaire la répression surtout et dire que vous êtes le plus grand parti. Aujourd'hui, il est strictement interdit de manifester. Parce que si vous manifestez, on vous envoie au tribunal militaire. Dans une république qui se dit démocratique, on nous parle de multiparti. Vous parlez de quel multiparti? Quand les gens n'ont même pas la liberté de manifester. Donc moi, je crois qu'il y a une chose à faire. Comment faire pour que ce régime RDPC, qui a pris qui a pris le Cameroun en otage, plus libérer le Cameroun, afin que les gens puissent faire de la politique. Parce que nous faisons là, ce n'est pas de la politique. Ce que nous faisons, c'est autre chose. Ce que nous faisons, ce n'est pas des élections. Quand j'entends les gens dire qu'ils ont gagné les élections, vous avez gagné quelle élection? La Cour constitutionnelle vous dit qu'il n'y a pas eu les élections au nord ou au sud-ouest. Et pendant qu'on est en train de vider les contentieux, on est en train d'organiser encore les élections dans le nord ou au sud-ouest. Et n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Mais des gens qui ne respectent même pas les lois qu'eux-mêmes se donnent. Ils violent les lois. Et pire encore, ils vous disent, pour le cas du MRC, ils vous disent, écoutez, vous avez fait des marches interdites, vous avez violé la loi. Nous aussi, on viole la loi en allant en séclin le professeur Maurice Kamto, sans lui dire pourquoi il est en séclin, sans lui dire quand est-ce qu'il va être libéré, sans le présenter chez le juge, sans que ça ne correspond à rien du tout. Donc, voilà un État qui viole lui-même sa propre loi, sous prétexte que les gens ont violé la loi. Alors, dans ce contexte, monsieur député, ne nous parlez pas des partis politiques. Les partis politiques existeront quand le RDPC et le monsieur Paul Biya, tous ces gens-là vont libérer le plancher. Aujourd'hui, c'est la dictature, il n'y a pas de... Élisant, les raisons de cette transhumance. Je ne vais pas répondre à votre question comme ça, sans faire comme si je n'avais pas entendu beaucoup de choses ici là, auxquelles il faut répondre. Je suis toujours amusé de suivre un homme politique avec un passé, en termes d'années, passé dans un parti politique, 24 ans, comme il le dit, faire une telle analyse. C'est un aveu d'échec que je viens de suivre là. Un aveu d'échec. Quand je me rends compte que l'UNDP a 68 conseillers régionaux aujourd'hui, c'est-à-dire qui vont contrôler toutes les régions. 68. L'UDC 17, dans tout le département du Nord. Le FNC 2, le RDPC 613. Je me rends compte qu'on peut aussi gagner l'élection. Quand je me rends compte que l'UNDP a 7 députés, le PCN 5 députés, ça veut dire qu'avec le travail, on peut gagner. Quand je me rends compte que SDF a réussi à prendre la mairie de Douala deuxième au RDPC et remettre encore la même mairie au RDPC, c'est eux le problème. Quand je me rends compte que le MMSDF avait pris la mairie de Douala troisième et a remis la même mairie de Douala troisième en 2020 au RDPC, c'est eux le problème. Je voudrais dire à M. Kouné que d'abord, il y a un conseil constitutionnel, comme on fait un cours constitutionnel. La deuxième chose, je voudrais vous dire... pareil au même.
C'est votre problème. C'est du pareil au même, il faut nous fatiguer avec la sémantique. Ça vous regarde. Voilà. Donc, il faut vous calmer. Non, je te dis, c'est du pareil au même, mets ça dans ton cerveau et la deuxième retiens ça chose une que fois je pour faut toutes. comprendre, c'est qu'il parle du grand soir. Donc, il est arrivé au niveau où il dit, je ne peux plus rien, il attend que Biya meure pour prendre les choses. Un autre aveu d'échec. Il me parle de corruption, répression. Je tiens à vous rappeler que les deux partis politiques dans lesquels vous militez et vous vous gargarisez d'être ont deux dirigeants qui ont travaillé avec Biya. Bien. Encore que le deuxième, c'est pire. Le premier peut encore avoir le bénéfice du doute. Monsieur avec qui vous êtes a travaillé pendant presque 15 ans avec ce Biya-là. Donc, si vous parlez de corruption, vous savez de quoi on parle. Dans la dictature. C'est pas possible. C'est un effet de mode. Il ne pouvait pas faire autrement. Au temps de l'esclavage, nous tous on serait enchaînés ici. Hein? Au temps de la colonisation, nous tous on devait être des... Non, je veux comprendre. Vous dites qu'il n'avait pas de choix alors qu'il a démissionné par la suite. Il a démissionné par la suite quand le contexte s'y prêtait déjà. Il avait le Quand il choix. pouvait. Mais au temps de la colonisation, si nous étions au temps de l'esclavage, nous tous on devait être enchaînés et vendus. Quelle que soit notre intelligence. Donc c'est un effet de mode. Peut-être que nous tous n'aurions pas réagi de la même façon. Il y en a qui ont résisté aux négriers. Non, il y en a qui ont été Il y en a tués. qu'on a abattus parce qu'ils voulaient fuir dans la forêt. Bon, on devait donc Il y en être a tous aussi qui abattus. se sont laissés. Vous savez, Bon, bref, c'est le cas où je maintenant. rejoins mon ami Pépin quand il parle du complexe messianique. Où vous avez cet individu subliminal qui viendra tout arranger et on essaie de le blanchir, justement en refusant ce qu'il a été. Et on essaie de le blanchir en continuant à vouloir cacher ce qu'il continue à faire tous les jours. C'est donc ça. les C'est quoi partis donc qu'il politiques. fait? Mais qu'il dise ce qu'il fait, parce qu'il est en train de... Non, il va revenir. Pour noter, vous avez du papier. Notez. Monsieur Kouye. Allez-y. C'est donc ça, la politique qu'on a aujourd'hui. Et les gens sont surpris hein, quand on demande à quelqu'un pourquoi il est un transfuge, parce que pour moi, c'est un transfuge, et la raison pour laquelle il part du SIF pour le MRC, c'est parce qu'il suit son cousin. Pour moi, c'est Voilà, clair. il faut arrêter ça. L'une des raisons. Il faut arrêter. Toi, tu suis ton cousin, je ne suis pas le mien. Mais tu ne peux pas dire... Tu ne peux pas nier les contre-vérités, surtout me concernant. Hein? Tu dois être un peu élégant. Et puis, si tu ne peux pas être mal élevé, voyons. Comment je dis les choses qui me concernent, tu dis le contraire, alors que je suis là. Monsieur Kouye, dans l'analyse politique, vous avez dit que Paul Biya est un dictateur. Bien sûr. Parce que c'est un homme public, un homme politique. Non, il a été dictateur. Aujourd'hui, il veut nous dire qu'il est démocrate. Vous dites quoi finalement? Il veut nous dire qu'il est démocrate. C'est lui qui sait. Mais l'ennui, c'est que c'est un dictateur. On va pas s'en sortir. Emmanuel, essayons parler. de laisser, voilà. Elisa, on Vous vous êtes écoutez un pas. homme public, vous faites de la politique, j'analyse les raisons pour lesquelles vous partez du SIF pour le MSC. Et en ce qui me concerne, vous partez du SIF pour le MSC pour deux raisons. Première raison, et c'est le sujet de la... Ne nous embrouillez pas avec Biya, un dictateur et tout, non. La raison, c'est la transhumance politique. C'est ça le sujet. Et vous êtes un exemple. Le petit frère, votre fils, il a eu le courage de nous dire pourquoi il est parti du MSC pour lui. C'est pas ça le sujet. On n'a pas dit transhumance, on a dit transfuge. Ah, c'est Bon, c'est pourquoi c'est... Transhumance, ok, d'accord. Vas-y. Allez-y. Ça ne va pas, hein? Vas-y, continue. Ça va? Continue. Vous allez bien? Allez-y. Ok. Donc, en ce qui me concerne, quand j'analyse les mouvements politiques, des départs d'ici et là, quand c'est de l'homme du départ du RDPC, j'ai mal. Le RDPC perd quelqu'un. Mais il faut maintenant qu'on se remette en cause pour travailler. Et j'étudie pourquoi, dans la veille politique, pourquoi vous êtes parti du SDF. Vous parti du SDF pour deux raisons. Première raison, vous étiez en minorité dans le SDF. Deuxième raison, vous partez rejoindre le frère. C'est tout, c'est le Bami Pawa. Il faut le dire. Non, Elie, non. Oh. Non. Dis putain. Non. Il a dit ici que j'aime le RDPC sur Boulou. Vous n'avez pas dit non. Je n'ai jamais dit ça. Non, il n'a pas dit. C'est toi vous qui l'avez dit tout à l'heure. Oh, monsieur Kouye. Non, Elie. C'est toi qui l'as dit. Non. Monsieur Kouye. Non. C'est toi qui l'as dit. Non. Le réalisateur est là. Je n'ai Monsieur jamais- Kouye, vous avez dit Bon, que je n'ai Zahra jamais rejoint le prononcé RDPC le pour quelle mot raison? boulot. Bon. Je n'ai jamais Non, sorti. Zahra rejoint le RDPC pour quelle raison? Non. Ce n'est jamais sorti de ma bouche, le mot Ouais. boulot. Non. Attention. J'ai prononcé le mot Monsieur boulot Kouye, sur ce plateau. Essayons, il t'en va. Non. Elie, ce qui s'est... Elie, non. Avançons dans le débat. Non. Je ne dis pas ce genre de mots. Monsieur Kouye, vous Il n'a savez, pas dit. Je voudrais vous faire comprendre que ce que vous faire comprendre, et c'est ça le problème avec vous, monsieur Kouye, c'est que vous avez, quand je dis vous et votre parti, vous êtes vraiment dans le parti où il vous faut. Vous avez cette manie-là de croire que ce n'est que vous qui devez dire la vérité aux gens. Ce n'est que vous qui devez parler. Ce n'est que vous qui devez critiquer. On ne doit rien vous dire. On ne doit rien vous dire parce que vous êtes des êtres les plus intelligents. Vous êtes les plus parlez du forts. parti. Vous êtes le parti politique et tout, son parti. D'accord, Je ne sais pas de quoi je parle. Tout à l'heure, il a dit, tu es là-bas parce que tu suis la famille. C'est la même chose. Et j'ai déjà répondu que oui. Comme Biya et Boulou, je suis Boulou, je suis.
Mais pourquoi quand il dit la même chose quand ça concerne? Non. C'est ça le problème dans ce pays, monsieur Dupita. Il faut cataloguer certaines tribus, c'est normal. Mais quand on veut parler de cette tribu-là, non, parce que ça va créer quelque chose. Non, c'est sans ça. Donc, en ce qui me concerne, la raison que j'ai donnée, c'est la deuxième pour laquelle les partis au MSC. Maintenant, pour continuer, je voudrais lui faire comprendre que le RDPC perd ici, gagne ici, et c'est à force de dire qu'on se remet justement en cause. On se remet en question pour pouvoir avancer. Vous n'allez pas, c'est-à-dire, chaque fois, parler du grand soir, la fin des règnes. Et vous avez donc rejoint le parti que vous estimez aujourd'hui porter vos aspirations, vous, que vous avez, pour que Biya parte. Et vous avez dit, et c'est là, c'est très dangereux, ce qui vient de suivre aujourd'hui, un homme politique dans une émission aussi sérieuse, dire qu'il comprend le fait que les gens aient pris les armes contre la République. Parce que M. Kouye est dans la logique que tout ce qui me fait partie Biya, j'embrasse. Même s'il faut embrasser la crise anglophone, j'embrasse. Pourvu que Biya parte. Et après, on va parler politique. Et c'est ce qu'il a dit. Et voilà donc le Cameroun qu'on fait. Et c'est pourquoi les Camerounais ne vous suivent pas. Vous n'avez pas encore fait le procès de la déclaration de fait que vous avez dit qu'il n'y aura pas élection régionale. Il y a eu élection régionale. Vous n'avez pas encore fait votre propre procès du fait que vous avez déclenché les marches qui ont avorté. Vous n'avez pas encore fait le procès de votre tactique depuis 2018 où vous avez dit que le contentieux continue. Vous n'avez pas encore fait le procès parce que dans tout ça, vous dites aux Camerounais, ils ont l'armée. Ils ont l'administration, ils ont ceci, alors qu'à côté, on voit des régimes plus militarisés que celui-ci, où la population se lève quand quelqu'un leur parle et le régime tombe. Moubarak était plus militaire que Biya, il est parti. Ben Ali était plus militaire que Biya, il est parti. Comparé était plus militaire que Biya, il est parti. Quand le peuple comprendra que vous êtes vraiment cette aspiration-là au changement, le peuple-là vous suivra. Même les militants du RDPC vous suivront. Merci. Mais quand vous venez sur un plateau, Merci. dire que Zang suit Biya parce que c'est la même tribu, et quand Zang vous dit la même chose, vous trouvez que non, c'est là le problème, monsieur Kouye. Le problème de l'opposition, c'est votre problème à vous, faites votre nettoyage. Et le problème des transhumances, du nomadisme, des transfuges, parce que vous êtes un transfuge du SDF pour le MSC, ce sont vos propres intérêts personnels. Et vous l'avez dit ici. D'accord. Tout ce qui peut faire partie Biya, j'embrasse pourvu que Biya parte. Et ce n'est pas ça. Non. D'accord. Je suis désolé. Ben, moi, quand je posais la question des Je veux motivations, un environnement démocratique. je me rends compte qu'il y a un aspect, soit qui a été éludé à dessein, soit... N'y a-t-il pas une forme de marchandage derrière ces changements de partis politiques? Je veux dire qu'en football, on voit soit le mercato en décembre, là, vers l'hiver... On peut parler librement. Attends. Parce qu'il y a une espèce de censure sur le plateau. Non, comment ça? Ok. Votre question est très bonne. Parce que Il n'y a pas de censure, je vous laisse parler, seul qu'il ne faut pas, je veux dire qu'en même temps il faut rester poli, il faut... mais chacun... Donc moi je demandais, est-ce que derrière ces changements de parti, il n'y a pas une forme de mercato pour emprunter au football? N'y a-t-il pas de marchandage? Est-ce qu'on ne propose pas d'ailleurs, à l'occasion de la présidentielle, on a eu beaucoup d'alliances, ça se voit beaucoup dans le RDPC. On voit Belé Boubamaïgari qui soutient Paul Biya et puis finit ministre d'État. On voit le ministre Momo, Jean de Dieu Momo qui a soutenu Paul Biya, qui est devenu ministre délégué, Issa Chouma Bakari. Mais on le voit aussi de l'autre côté. Il y a eu des coalitions, des partis d'ailleurs depuis toujours. Hein. Il y a eu la grande coordination dans les années 90. Il y a eu des coordinations. Alors, je repose ma question. N'y a-t-il pas des marchandages derrière ces transhumances? Est-ce qu'on ne dit pas aux gens, si vous partez du PCRN pour nous rejoindre dans tel autre parti, voilà un peu ce que vous gagnerez. Et je commence par vous, Élie. Vous avez la parole en dernier tout à l'heure, puis on fait le tour. Bon, merci. Pour être sincère, aucun, on sait pour parler d'élection présidentielle, aucun président de la République dans aucun pays au monde ne peut gagner les élections rien qu'avec son parti. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, votre parti ne peut pas être seul au cours d'une élection présidentielle à vous porter au pouvoir. Vous êtes obligé de créer des alliances. Et généralement, quand on dit parti républicain, c'est un ensemble de partis. Exact. La droite, c'est un ensemble de partis. Tout à fait. On n'a peut-être pas encore ce thème ici, mais il faut toujours une coalition qui accompagne celui qui part au pouvoir. Maintenant, les coalitions ne se font pas comme ça. Les coalitions se font à travers un contrat. Et généralement, le contrat, c'est juste au niveau de la présidentielle. Et ce contrat prendra le nom qu'il veut, majorité présidentielle, coalition gouvernementale gagnante, association, je ne sais pas moi quoi, G20, G11, appelons ça comme on veut.
Mais à partir du moment où il y a cette coalition, c'est pour prendre le pouvoir. Et les négociations se font à un tel niveau que quand vous prenez le pouvoir, il faut donc redistribuer les cartes. Redistribuer les cartes, c'est donner les postes ministériels aux uns et aux autres. La preuve, l'UNDP qui soutient Biya, le RDP c'est aujourd'hui, Belouba est ministre depuis que Biya est président de la République. Issa Tiroma depuis qu'il est sorti de prison. Issa Tiroma sera toujours ministre parce qu'il le soutient. Jean-Jacques Momo qui est venu avec le PADEC. Et avec la singularité du Cameroun, avec la composante linguistique, c'est que Jean-Jacques Momo, étant d'abord président d'un parti politique, venant d'un arrondissement où il fallait prendre un enfant du pays pour faire mal à l'autre, il a été nommé. Parce que dans ça, il y a aussi le cynisme politique. On voulait punir qui? Je suis en train de venir. Non, il faut aller au bout de la pensée. Ils sont en train de parler, non? Je n'est pas du même clan que Kamto. C'est ce que j'ai dit. Non, en fait, tout. C'est toi qui parles. Mais plus ils occupent le même poste, non? C'est une fausse analyse, là. Non, laissez-le, vous allez revenir après. Allez-y. Il va me dire si Paul Biya voulait punir en nommant Jean de Dieu. Non, Pépin, il faut noter. Alors, Jean de Dieu Momo, on l'a nommé parce qu'il fallait punir. Maintenant, vous savez, Jean de Dieu Momo remplace qui? Je sais pas. Fogui. Oui, Alain Le Fogui du RDPC. Non, pas Alain Fogui. On est pas le professeur Fogui. Mais il est du RDPC. On n'est pas au niveau du parti. Pépin. Écoute-moi pour me comprendre, pour me répondre. Fogui vient de quel département? Là, peut-être, je te donne raison. Voilà, tu me donnes raison. Il faut m'écouter quand je parle. Voilà, donc, votre question, c'est, il y a d'abord la coalition. Au niveau de la coalition, il faut redistribuer les cartes. Et en redistribuant les cartes, on ne les redistribue pas pour les redistribuer. On les redistribue. C'est des calculs. En fonction de. Et le deuxième à l'élection présidentielle, lors de la dernière constatation, est Maurice Kamto, qui vient de l'Ouest. Je vais parler que ne mettez pas de côté la composante linguistique, culturelle de notre pays. En mettant donc Jean de Dieu Momo à ce poste que lui-même a occupé par ailleurs, ça donne donc une autre coloration à la nomination de président. Ça pousse donc celui qui a été nommé à ce poste à plus travailler pour aider le parti à mieux s'implanter là-bas. Son parti à lui. Et de l'autre côté, vous avez le conseiller spécial du président de la République, professeur agrégé des universités qui s'appelle le professeur Luc Sindiou, qui est du même village que le conseiller. Mais de ce point de vue, on peut trouver des prétextes et des accointances dans toute la République. Tout à fait. Il n'y a pas un coin dans la République où... C'est pour ça qu'ils ont la qualité de Paul Biya, la qualité du président Paul Biya, c'est qu'on nomme un ministre parce que dans un pays qui a autant de tribus, quand on enlève Youm, qui est peut-être, je prends l'exemple d'Edo, il faut bien qu'on compense la place de Youm par un autre d'Edo. Même si ce n'est pas toujours mathématique. Non, c'est de l'indigénat. C'est de l'indigénat politique. C'est clair et c'est comme ça que fonctionne toute république. Donc, la République Cameroun. Je voudrais vous faire donc comprendre que lors de la présidentielle 2018, c'est vrai qu'il n'était pas encore dans le parti là, il n'y a aucun adversaire à Biya qui a fait autant de consultation envers les opposants pour les amener. C'est vrai qu'il utilisait beaucoup plus d'argent. On a vu beaucoup de photos circuler entre l'aspect Matomba et lui. Même comme ça a été dénoncé comme étant des photomontages. Il faut le relever. Très faux. Si les acteurs l'ont dénoncé. Il a fait les acteurs, Serge Espoir Matomba a clairement dit qu'il ne s'agissait pas de lui, puisque si on parle de la même photo... Ça s'appelle un gentleman agreement. Non, il faut quand même le relever. Il faut relever que les acteurs concernés par ces faits-là... Il y a des choses que nous, vous et moi, allons signer dans le noir, si ça se trouve à la... Non, pas vous et moi. Moi, je ne signe pas les choses dans le noir. Ok. Le gentleman agreement signifie... Écoutez, il ne va pas parler toute la journée. Non, il a le temps là. Le gentleman agreement signifie qu'on n'en parle pas. Si ça se bruit, d'accord, terminé. Chacun de nous dit que non. Il n'était pas là. Donc, pour finir, les négociations se font et c'est normal. Et après, il faut redistribuer les cartes. En redistribuant les cartes, on pose chacun ses calculs. Mais les coalitions ne sont que là pour l'élection présidentielle. Ça n'empêche pas qu'au niveau des municipales législatives, même s'il y a d'autres accointances, la preuve, l'éclatement qu'il y a eu dans la coalition en 2018 entre le parti de Paul Kingsley et le nouveau parti de M. Kounié, c'est qu'il avait dit laissez le Mungo tranquille. Ils n'ont pas compris. Merci. Ils ont foncé au Mungo. Le gars s'est donc fâché. Il y a donc eu, comme ça là, éclatement entre eux. Ça a donc créé ce que ça peut lui, l'inimitié là. Non, moi, sur la question du marchandage. Non, moi je ne suis pas surpris de la lecture que fait Charles Elie sur ce plateau.
elle correspond forcément à son environnement de vie. Mais il ne faut pas oublier que si on reste dans l'analyse factuelle, le marchandage a toujours été un outil de gestion politique, notamment pour le compte du RDPC. Je vais m'expliquer. On a évoqué tout à l'heure, j'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos liminaire que on assistait dans les partis politiques à une sorte de messianisme du leadership. Ce messianisme était dû au fait que l'aura d'un certain nombre d'acteurs politiques ne se faisait nullement pas entendre. C'est l'une des raisons qui fait en sorte que la plupart de ces acteurs qui estiment avoir un aura intellectuel, un aura assez conséquent, un apport, un confort intellectuel, accessoirement un confort financier, ils partent de ces partis pour créer leur formation politique, afin de se faire entendre et d'être des outils directs, des acteurs directs des négociations ou du marchandage. Je vais faire une démonstration par la suite. À la création de l'UNDP au début des années 90, c'était une coalition des anciens cadres qui avaient servi aux côtés du président Ahidjo et qui forcément n'étaient pas mis d'accord avec les nouveaux cadres qui étaient incarnés par le président Paul Biya. Au début de la création de ce parti, c'est bien et bien Samuel Bouaké était le président. M. Bello Boba n'était pas encore au Cameroun, si je ne me trompe pas, il devait être en exil au Nigeria. Quand il revient avec des batailles qu'on connaît, il prend la tête du parti avec les leaders tels que les Issa Chiroma, Anta Gassagaï, comment il s'appelle, le leader du MDR, Dakole Daïsara, un certain nombre de leaders. Il se trouve qu'ils n'ont pas été capables de gérer cette dynamique qui était montante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux élections de 92, l'UNDP à lui seul s'en sortait, ou bien l'opposition s'en sortait avec 88 députés. 92 députés. C'était un score assez mémorable pour cette époque-là. Donc, on arrive donc maintenant à l'effectivement de l'UNDP et à la création du FSNC, voilà, de Issa Chiroma Bakary, de l'ANDP, d'Amadou Moustapha, l'ADD de Garga Manadi, et le MDR de Dakolo Daïsara. C'est un seul parti qui s'effrite comme ça. Bon, maintenant, quand vous regardez sur l'échiquier politique actuel, chacun des leaders de ce parti y est resté leader. Un peu comme si être président d'un parti était une profession. C'est-à-dire, comme tu es enseignant, président d'un parti, on peut mettre dans ta carte d'identité président d'un parti politique. Ils n'ont plus jamais quitté leur magistère de président et utilisent donc ce magistère comme étant un outil de chantage. Peut-être pas aux emplois directs, parce qu'il y a des postes directs, ministres peut-être sont les postes les plus en vue, mais il y a aussi d'autres postes qui sont aussi lucratifs et représentatifs, autres que ministres. On peut faire le même exercice avec, par exemple, le SDF. Vous voyez que après le verrouillage de la ligne de ce parti-là, avec le NEC qui avait les 4-2, les 8-2 qui étaient incessants, on est arrivé à l'effectivement également de ce parti politique et la création de l'UMS, de Pierre Kwame, de CPP, de l'AFP aussi. Et on s'arrête là parce que mes recherches m'ont pas permis d'aller plus loin. Et aujourd'hui aussi, ces partis se positionnent pour, dans un premier temps, rechercher l'aura, mais dans un deuxième temps, être des interlocuteurs en ce qui concerne les questions du Cameroun. Pour le RDPC, le cas est légion. On a par exemple le MP, Mouvement Progressiste, puisque le fondateur est un transfuge. Cette expression n'est pas très partagée sur ce plateau. C'est un transfuge du RDPC. On a par exemple le PAL de Célestin Bédigui. C'est quand même un cas très... L'Alliance libérale. Voilà, c'est un cas très très important parce que à un moment, le président Célestin Bédigui était le vice-président de l'UNDP. Après, quand ça n'a pas marché là-bas, il s'est rappelé qu'il avait créé un parti politique qui était dans le sac. Donc il a seulement sorti de sa lettre de création et du coup, il était leader d'un parti politique. Donc ça lui permettait d'avoir l'aura et d'être l'interlocuteur direct entre le parti au pouvoir et son propre parti. Résultat des courses, à la Léki, il est président, il est premier adjoint au maire. Et ça lui permet d'être régulièrement consulté sur les questions économiques parce que c'est son grand dada de ce côté-là. Donc, les partis politiques ou alors le positionnement des partis politiques et leur leader est un outil permanent et important de chantage. Non, je ne peux pas dire pour le PCRN. Pour terminer. Non, je vais répondre à ça parce qu'il voudrait bien évidemment que je parle du PCRN. Le PCRN, son leader n'est pas fondateur d'un parti politique. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Et le PCRN peut être une émanation de l'UNDP. Parce que quand vous voyez même les logos, le choix des couleurs, ce n'est pas exclu que
les leaders de ce parti-là soient également dans cette bataille de l'effectivement de l'UNDP qui est intervenu au début, à la fin des années 2000. Donc le PCRN n'est pas une émanation ou alors n'a pas forcément négocié. Bon, maintenant, le positionnement du PCRN sur l'échiquier sociopolitique permet, et puis sa ligne idéologique, basée sur, comme Youm l'a dit tout à l'heure, la compétition électorale. Parce que pour un jeune parti politique, il serait suicidaire pour lui de ne pas aller prendre même ses 0,2%. Parce qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir son vrai score aux élections. Parce que je vais terminer par la comparaison à ce... Si le président Gbagbo, qui est mon modèle politique par rapport à son engagement, sa lutte, a pu avoir une sorte d'assise politique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique de manière générale, et même dans le monde, c'est parce que lui, il a accepté d'aller à la compétition. C'est parce qu'il a accepté d'aller affronter Houphouët-Boigny au début des années 90, quand tout le monde avait peur, ne serait-ce que de pointer leur petit doigt sur le nom, pas la personne d'Houphouët-Boigny. Donc, au début des années 2000, quand il y a eu une brèche qui s'est ouverte, le peuple a porté le président Laurent Koudou-Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, les élections, c'est ça. Il faut aller compétir dans l'optique de grandir et de se préparer aux victoires. On ne se prépare pas aux victoires en restant au quartier. Emmanuel Kougné, sur la question des marchandages. Oui, je voudrais d'abord dire un petit mot en lui disant que Gbagbo est allé aux élections avec Houphouët-Boigny, mais au Cameroun, vous ne pouviez pas parce que quand les Yondés ont voulu seulement créer un parti politique, ils sont retrouvés en prison. Donc, nous Gbagbo a fait la prison. Plusieurs fois la prison. Oui. Il n'a que fait la prison. Oui, mais il a été candidat avec lui. Bon, de toute façon, c'est plusieurs fois candidat, M. Kougné. Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez parlé des coalitions. Justement, toutes ces coalitions qui se font au Cameroun sont des coalitions qui ne servent pas à grand-chose. C'est pour animer le landerneau politique. Parce que le principe normal voudrait que, pour les élections présidentielles, que chaque parti s'essaye lui-même d'abord. C'est pour ça qu'il y a les élections les élections à deux tours. Quand il y a les élections à deux tours, chaque parti s'essaye d'abord au premier tour. Il n'y a pas de coalition au premier tour. C'est après le premier tour que justement, quand les deux premiers doivent aller au deuxième tour, que les coalitions peuvent avoir un Si sens. je peux ajouter. Oui. N'empêche que dans votre démarche, après la présidentielle, vous avez clairement estimé que vous allez aux élections locales. Oui, on a à la dernière minute. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous avons dit on va aux élections municipales. Mais on était dans la réflexion. Pourquoi? Parce que le drame de cette affaire, c'est quoi? C'est que quand les élections présidentielles ont été programmées, on venait de nommer comment tu appelais? Voie constitutionnelle? Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. Je t'ai dit que c'est pareil au même, mais le Conseil constitutionnel. On s'est rendu compte que dans ce Conseil constitutionnel, il n'y avait que les militants du RDPC. C'est eux qui constituaient ce Conseil. Et on a dit que ce n'était pas possible. On nous a dit, écoutez, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Même s'ils sont des militants du RDPC, ils ont aussi leur conscience. Ils peuvent travailler normalement et donner le résultat. Il fait une remarque pertinente. Je veux dire que si vous faites le reproche au Conseil d'avoir été constitué les militants du RDPC, la Cour suprême qui a enregistré le processus électoral avant, c'était aussi pareil. Bien sûr, mais dès lors qu'on nous a mis un Conseil constitutionnel qui n'était plus la Cour suprême, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, prendre des terres de la Cour suprême pour transposer sur le Conseil constitutionnel. Donc je dis ceci. Je dis, on nous a dit que ce sont des Camerounais, ils peuvent être du RDPC, mais ils ont leur conscience. Ils peuvent, pour des raisons de patriotisme, travailler normalement. Attendez, vous verrez le maçon au pied du mur. On est donc allé aux élections présidentielles. Scandale. 2018. On se retrouve en 2018. Ouais, on est allé aux élections présidentielles. Même si je ne sais pas où. Maintenant, il est au MRC. J'étais au SDF, on est allé aux élections présidentielles. On est allé aux élections présidentielles. Non, quand on a dit 2018, il faut qu'il situe les téléspectateurs. On est allé aux élections présidentielles. C'est important. Je parle du MRC, même si je n'y étais pas. Je parle politique. Oui, mais même si arrête de tu fais du bavardage ou quoi? Une seconde, pardon. Mais il est totalement déstructuré, ce monsieur. Non, une seconde. Allons-y, je vous en prie. Mais Elie, aujourd'hui, il est fondé de dire on est allé au présidentiel. Je parle du MRC, cher monsieur. Oui, le MRC. Je parle au nom du MRC. Il est au MRC aujourd'hui. Je parle au nom du MRC. Aujourd'hui, Il faut garder tes songes de minuit. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. D'accord. Je dis donc qu'on est allé aux élections présidentielles. Et aux élections présidentielles, sur 58 départements, on n'a eu que 26 procès-verbaux. 32 PV n'existaient pas. On nous a présenté des tableaux
Mais, Alors, je veux vous dire, des tableaux. Pour les stades, mais vous n'aviez pas vos PV, pourquoi? Non, le problème n'est pas C'est ça, la là. question. Si on n'a pas le PV, si vous n'êtes pas représentant dans un bureau de vote, on a le droit de voler vos votes. C'est ça que vous cautionnez. Oui, mais le problème n'est pas là. Si nous n'avons personne dans les bureaux de vote. Ne nous fâchons pas. Oui, allons-y. Bon, je vous en prie. Non, Nous n'avions pas. Je vous en prie. Nous n'étions même pas dans les bureaux de vote. Ça justifie qu'on vole nos PV. Non, une seconde. Vous vouliez donc avoir les PV. Le problème n'est pas là. On n'a pas dit qu'on voulait avoir les PV. On a un organe indépendant qui est l'ECAM. Et on dit même qu'en cas de quoi que ce soit, c'est le PV de l'ECAM qui compte. Donc, l'ECAM doit nous apporter les 58 procès-verbaux. Les PV sont où? Mais pas à vous, mais Non. pas au Conseil. Oui, nous avons dit au Conseil constitutionnel. Non, il n'a pas donné. Puisqu'au Conseil constitutionnel, on a eu 26 PV et nous avons dit que où sont les PV? Ils ont présenté des tableaux. Ils ont présenté 32 tableaux, c'est-à-dire qu'ils ont écrit eux-mêmes. Ils ont joué les fiches de présence. Ils ont fait disparaître les procès-verbaux. Et jusqu'aujourd'hui, on leur demande où sont les 32 procès-verbaux. C'est ça l'objet du contentieux. Et si nous ne sommes pas dans les bureaux de vote, ça ne leur donne pas le droit de voler nos votes. Sauf si vous voulez nous dire que c'est normal de voler le vote. Donc c'est pour vous. Non. C'est des voleurs de vote. Mais vous êtes des voleurs de vote. Tu n'as qu'à pleurer. Elle est vraiment... Qu'est-ce que tu veux? Donc je dis donc qu'il y a eu 26 procès-verbaux et 32 États. Et 32 États. Et c'est là que le problème est né. Donc, quand on est dans ce contexte, et vous voulez m'expliquer tout ce que vous expliquez là, je ne sais pas. Il ne faut pas me parler d'élections quand on est sur un plateau avec le RDPC. Le RDPC n'organise pas les élections. D'ailleurs, vous avez parlé de transhumance politique. Et vous avez demandé s'il y a un mercato derrière. Mais le RDPC... Un chantage. Crée un chantage de corruption tel que tous les autres partis sont obligés de s'aligner à la limite. Je dis bien à la limite. Pourquoi? Parce qu'en 92, par exemple, après la tripartite, il était clair, il était dit à la tripartite que les textes qui ont été retenus doivent être, n'est-ce pas, votés avant qu'on aille aux élections. Mais quand on est sorti en 91, en 92, M. Paul Biya a convoqué les élections législatives. Et il a dit, quand il s'est rendu compte qu'il violait carrément, n'est-ce pas, les résolutions de la tripartite, il a dit, il y a 500 millions à ceux qui veulent aller aux élections. Donc, c'est-à-dire que c'était la corruption à ciel ouvert. Je mets 500 millions pour ceux qui veulent aller aux élections. Alors, l'UNDP est allé, tombé dessus. L'UDC a refusé d'aller. En quoi c'est la corruption? Non, c'est la corruption. Si les pouvoirs publics ont le devoir de subventionner, ce n'était pas pour subventionner les élections. C'était pour dire ceux qui vont aux élections. Aujourd'hui, on va aux élections avec combien? Oui, mais... Je dis bien 500 millions. Est-ce que les gens ont 500 millions aujourd'hui? Tous les partis politiques ont 500 millions? C'était quoi alors ces 500 millions? La population a augmenté, le nombre de bureaux de vote a augmenté, tout a augmenté. Mais les 500 millions, c'était pour quoi faire? Bon, aujourd'hui, ce qu'on donne, c'est pour quoi faire? Non, ce qu'on donne aujourd'hui, on dit que c'est pour financer, n'est-ce pas, la campagne, etc. Mais c'est combien par rapport à 500 millions? Oui, mais je veux dire qu'à l'époque aussi, quand on regarde la situation financière, économique, on était bien plus à l'aise. De toute façon, on n'avait pas besoin de 500 millions. Oui, on n'avait pas besoin de 500 millions. Donc c'était pour corrompre M. Dipita. Les pouvoirs publics ont essayé de donner 500 millions. Biaisez ça comme vous voulez, mais retenez une fois pour toutes que c'était pour corrompre les gens. Parce qu'il était clair qu'on ne devait pas aller aux élections sans que les textes retenus à la tripartite soient mis en place. D'accord. Les gens sont non allés aux élections. Le SDF a dit je ne vais pas aux élections. L'UDC a dit je ne vais pas aux élections. Je ne sais plus, peut-être que même Jean-Jacques Kindi a dit je ne vais pas aux élections. Il y a des partis qui ont refusé d'aller aux élections. Alors, l'UNDP en a profité pour avoir 68 députés. Et pendant qu'eux, ils croyaient qu'en donnant 500 millions de francs et que le SDF n'allant pas aux élections, ça leur permettait de gagner, ils ont été surpris. Et c'est depuis ce jour qu'ils ont mis sur pied, verrouillé le mécanisme de fraude et de vol des procès-verbaux pour ne que cela. Ils se sont dit plus jamais ça. Alors, dans ce contexte, quand j'entends un jeune comme Élisant nous parle des élections, oui, on a gagné ici. Mais c'est une redistribution simple. C'est-à-dire que le RDPC, c'est des petits coups de pinceau que le RDPC met pour qu'on puisse dire qu'il y a la démocratie. Mais je vous ai dit, il n'y a pas d'élections qui tiennent chez nous. Tout ce qu'on fait là, même quand vous dites que vous avez gagné, c'est que le RDPC au début se dit, pour que je ne sois pas un parti qui est dans une assemblée monocolore, je vais mettre 15 députés à la disposition des autres partis, et je prends le reste et ils se partagent. La preuve, quand il faut, même quand les députés sont à l'Assemblée, ils n'acceptent la voix de personne. Ils veulent que rien que ce qu'ils ont dit passe, sous prétexte qu'ils ont une majorité obèse, mais en réalité, s'ils s'imposent, ils ne veulent pas prendre les autres en considération. Ils ne respectent personne, ils ne respectent rien. Ils ont le pouvoir, ils pensent qu'ils ont les armes, ils ont tout, ils vont pouvoir, n'est-ce pas, s'imposer. Et voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et dans ce contexte, on ne doit pas nous parler des élections, parce que l'indicateur, pour moi, les élections ne sont pas un indicateur qui permettent oui, je parle de la coalition. Je vous dis, monsieur Élisant, que la coalition n'a aucun sens
tant qu'il n'y a pas d'élection à 2 tours. Paul. Ce que vous faites là, c'est la triche. Merci, Retenez ça. merci Paul, sur le marchandage. En fait, le marchandage en politique, c'est pas une exclusivité du Cameroun. Partout, ça existe. Il y a différentes formes de marchandage. Il y a le marchandage auquel ils ont fait allusion. Il y a une espèce de marchandage qui est une forme de coalition. Parce que pour arriver au pouvoir, vous avez besoin de coalition. Et il faut une redistribution des cartes politiques. C'est quelque chose qui n'est que normal. Zang, tu me soutiens. Kounye, tu me soutiens. J'arrive au pouvoir. On s'entend. C'est ça la politique. C'est ça, c'est-à-dire il faut arrêter la politique fiction. La politique est un jeu d'intérêt. Quand les États, que ce soit européens ou africains, se déplacent, prenons le cas des Européens, quand l'Union européenne arrive au Cameroun, c'est la France qui est devant, parce que c'est la France qui porte la voix de l'Union européenne au Cameroun. Tout le monde, c'est quoi? C'est que la France, nous sommes derrière toi. Tu prends ce que tu apprends, tu nous donnes notre part. Ça fonctionne exactement pareil au niveau de l'échelle des élections. Et aujourd'hui au Cameroun, on a développé une espèce de marchandage qui est alors très pernicieuse. Celle où on vous met dans une situation de difficulté, vous vous retrouvez dans une telle situation comme le père Kounye disait tout à l'heure. À la limite, vous n'avez même pas le choix. On vous met des pressions fiscales, on vous retire des marchés. D'ailleurs, nous, on a perdu un marché, on ne sait pas peut-être parce que nous sommes les opposants. On a perdu un marché d'une entreprise de la place. On ne sait pas parce qu'avant, c'était des Occidentaux qui étaient là. On n'a jamais eu aucun problème là-bas. Tout marchait bien, mais il a suffi que les Camerounais arrivent un matin et pop, tout a changé, on nous a retiré, etc. Et c'est tout ça, c'est des moyens que le pouvoir utilise pour pouvoir vous amener dans une situation, on vient vous voir, on vous dit que finalement, tu décides quoi? Tu es avec nous, tu n'es pas avec nous. On vous dit, ta voiture, il faut la changer, il te faut une nouvelle voiture. La Prado que tu avais avant, le modèle est dépassé, il te faut un modèle récent, etc. Et c'est ça le problème aujourd'hui de l'espace politique dans lequel nous vivons au Cameroun. C'est que on a créé cette sphère-là où le RDPC vient maintenant se positionner. Il distribue maintenant du petit lait, chacun qui le soutient. Vous avez vu par exemple le fameux G20 lors des élections présidentielles. Des gens qui ont passé le temps pendant des années à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime, avec le président actuel, mais qui du jour au lendemain ont été rassemblés en l'espace d'1 heure ou 2 heures dans un hôtel pour dire qu'ils soutiennent le candidat. Vous croyez qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est du marchandage. Vous voyez que même le style vestimentaire de certains parmi ceux-là a changé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la corruption est une chose qui permet à ce régime de se maintenir. Et là où il faut aussi condamner, c'est nous l'opposition. Parce que si le RDP se propose et les opposants cèdent, cela veut dire que les opposants eux-mêmes, peut-être il n'y avait pas assez une conviction qui était assez forte pour pouvoir dire, comme les autres, vous avez parlé du cas de Samuel Bois, vous avez parlé du cas Mais ça commence avec Maïmatch depuis l'époque. Oui, bon, ça c'était une époque encore ancienne. On peut non pas dans un multipartisme les plus récents. Et c'est donc là aujourd'hui il faut travailler sur la citoyenneté. Parce que tant qu'on ne va pas travailler sur la citoyenneté, faire comprendre aux citoyens que c'est son politique qui s'engage, ils s'engagent à travailler pour vous. Et comme ils s'engagent à travailler pour vous, c'est à vous de connaître quelles sont les attentes qu'il faut avoir vis-à-vis d'eux. Vous ne pouvez pas faire confiance aux gens qui pendant les élections veulent distribuer le sac, le riz et de l'argent. Dès l'instant que vous vous vendez à eux, vous serez dirigés comme les gens qui veulent le pain et la sardine. Je vous prends un cas d'espèce. Nous sommes par la présidentielle 2018. Je vois des gens dans mon quartier qui, matin, midi et soir, crient le nom d'un candidat en 2018. Mais un jour, en pleine campagne à minuit, je vois les mêmes gars afficher, mettre les affiches de M. Biya. J'étais scandalisé et je me disais que qu'est-ce qui peut amener les gens à un niveau où c'est-à-dire ils laissent leurs convictions du jour pour entrer dans les convictions de nuit. Les raisons sont généralement alimentaires et parce qu'on paupérise les gens. Nous, aujourd'hui, dans l'opposition, vous savez, pour le cas d'un marché, qu'on n'a jamais de problème quand c'était les Occidentaux. Il a suffi que les Camerounais et les amis des gens soient là-bas pour qu'on nous torpille. Vous voulez donc qu'on explique ça comment? Non, je n'ai pas besoin d'entrer. Ce n'est pas l'objet du débat. Mais c'est un exemple. Il n'y a rien de mensonge. C'est votre camarade Fouchi au courant de ce dossier. C'est un exemple pour montrer au Cameroun que nous sommes aujourd'hui dans un pays où on essaie de dire à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime qu'on va vous montrer, vous allez vous aligner comme les autres. Et c'est là où aujourd'hui, parfois,
On peut critiquer la démarche de certains partis politiques, quoi qu'il faut prendre la voie de la rue, mais par moment, quand on regarde ce qui se passe, on se pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas peut-être raison? Malheureusement, je crois qu'à ce niveau, le débat est un débat générationnel. Parce que moi, vous allez voir que le père Kouné, lui, ils sont militants depuis les années 90. Ils sont arrivés à un âge où ils disent que la seule voie qui nous reste, c'est la rue. Nous, par contre, moi, quand je regarde l'horizon, je me dis, est-ce que si aujourd'hui, je soutiens une révolution pas la rue... Vous avez peur qu'on vous fouette un peu? Non, pas qu'on nous fouette, pas du tout. Laissez, vous allez voir le choix à venir. J'ai peur aujourd'hui, si je soutiens une révolution par la rue, moi, Yumpo, j'arrive au pouvoir demain, et que Nzang, il décide de passer aussi par la rue. Ça fait rien. Non, lui, ça fait rien, parce que lui, il est déjà Non. Il dans 30 ans, il n'aura pas de compte à rendre. Non, je vous dis, au-delà, ça peut être une affaire générationnelle. Pour nous, on regarde en 20 ans, en 30 ans, et on se dit, peut-être aujourd'hui, Soubia, on n'a pas la vraie démocratie qu'on demande. Mais est-ce que nous, notre génération, nous voici ici, nous sommes 3 jeunes, le père Kouné est là, qui nous encadre. Est-ce que nous, à notre époque, il n'y aura pas une vraie démocratie qu'on pourrait imposer, dans laquelle on pourra s'exprimer librement et faire vraiment de la politique? Avant peut-être, avant les questions de fin, on va aborder tout à l'heure l'aspect éthique et moral de cette question de transhumance-là. Je vais dire tout à l'heure parler de marchandage, maintenant on va interroger l'éthique même, j'ai failli dire la sérénité morale, l'honnêteté morale de ceux qui s'y prêtent. Mais avant, il y a cette question quand même à vous poser. C'est vrai, la personne qui me pose la question n'a peut-être pas souhaité que je donne son nom, mais elle me paraît quand même pertinente. Je voudrais savoir comment le MRC peut prétendre à banaliser l'élection au Cameroun, alors qu'on ne trouve pas le MRC à l'est, au nord, au sud, au nord-ouest. Douala et Yaoundé ne résume pas le Cameroun. La bataille politique ne résume pas sur 3 villes, Douala et Bafoussam. Mais il n'a pas procédé à des vérifications. S'il va à l'est, il trouvera le MRC. S'il va au nord-ouest, il verra le MRC. Le MRC, il y a des structures du MRC dans toutes les régions. Donc, je voudrais dire... Est, au nord, au sud, au nord-ouest. Vous avez vu pendant les élections présidentielles qu'il y a des représentants du MRC au nord, dans tout le septentrion. Si vous allez au sud... Et d'ailleurs, vous avez suivi quand on voulait aller installer un bureau avec Sam Sevengo, votre oui, mais là, c'est justement dans le cadre de l'élection. Après l'élection. Je veux dire que après la... Oui, mais ce que vous devez retenir, c'est après la présidentielle qu'on a vu tous ces déploiements. Depuis les élections, le MRC est systématiquement réprimé. Oui, systématiquement. Pour revenir à la question, nous ne sortons pas un peu. Je veux dire que avant les élections, le téléspectateur constate peut-être à juste titre que vous n'étiez pas encore installé au sud, vous n'étiez pas encore au nord, il cite aussi le nord-ouest, il cite l'est, donc je veux dire c'est une perception. Je voudrais donc dire à ce téléspectateur de revoir les images pendant les élections. Le professeur Maurice Kamto est allé dans le Grand Nord, il a parcouru tout le Grand Nord. Il a fait la campagne. Il y a quand même quelque chose qui est aberrant. Vous ne pouvez pas dire ça. Faire la campagne, c'est différent d'être... Nous avons des représentants. Tout à l'heure, vous lui avez posé la question sur les fameux PV qu'ils ont été incapables de présenter. Mais ils ont les gens là-bas. Ils n'ont pas. Comment vous avez les gens là-bas? Vous êtes capable d'avoir un représentant. On n'a pas dit. Vous êtes capable d'avoir un représentant. Attendez, arrêtez votre pouvoir. Permettez-moi de parler, monsieur. À un moment, c'est pas parce que arrêtez le fantasme là. Arrêtez le fantasme. Vous n'avez pas un représentant en commission départementale, mais vous avez fait les militants. Une personne qui est en commission départementale. Sont sérieux, vous n'avez pas. Laissez Kouné parler. Je vous informe, cher monsieur, que moi, je n'étais pas à la commission départementale. Je n'étais pas dans les commissions départementales. Dans les commissions départementales. Non, quand nous demandons au procès-verbaux, attendez, Youm est en train de bavarder, et puis vous ne voulez pas me laisser parler. Quand nous demandons les procès-verbaux, nous ne disons pas que les procès-verbaux n'ont pas existé. Au niveau départemental, il y a eu les procès-verbaux. Nous ne disons pas que nous n'avons pas été représentés. Mais nous disons que les procès-verbaux, d'ailleurs, on a sorti nos représentants des salles. Et les procès-verbaux ont existé. Dans toutes les salles, ils ont sorti nos représentants des bureaux, dans les salles. Et je vous dis que les PV, attendez, je n'ai pas dit dans les bureaux de vote, on n'a pas dit qu'on n'avait pas un seul PV. Pourquoi tu dis dans tous les bureaux de vote? On parle des procès-verbaux dans les commissions départementales. Donc même Cabral Libye ne peut pas vous donner le PV de... Oh là là, arrête de faire le... Mais tu es un amuseur public? Non. Mais laisse-moi parler, bon Dieu. Moi, j'ai fait la subtilité. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, vous aurez la parole. Elle est une seconde. J'ai une anecdote où Mongwa Daïdjo, de l'UDC, a pris un PV. Il a fait des copies
pour le mettre à Fogué. À Fogué du MRC. Parce qu'à un moment donné, même par solidarité, on peut s'entraider. Donc, si le pouvoir, appelons pouvoir qu'il appelait le RDPC. C'était l'univers ou le Je sais pas. Donc, Mongo Naïdjo, qui était le représentant du l'UDC, a donné des PV à la commission nationale. Maintenant à Fogué. Mais le rapport de l'ECAM existe. Le MRC avait 5206 représentants sur 26, près de 25 000 représentants. Écoutez, vous êtes en train de faire du brouhaha. Je crois que ce plateau n'est pas fait pour ça. Vous m'avez posé une question, oui, c'est un téléspectateur, je voudrais répondre. Là, je vous le concède. Mais quand je veux répondre, il se met à agir. Non, laissez-le parler, s'il vous plaît. Vous allez reprendre après. Des électrons dans un champ magnétique, c'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, permettez-moi donc de répondre. Laissez-moi dérouler. Je vous dis que dans les commissions départementales, les représentants du MRC ont dit qu'ils ont été chassés de certaines commissions. Quel département? De certaines commissions. Je ne les ai pas sous la main. Je regrette, je ne vais pas les avoir. Écoutez, ils ont été chassés de certaines commissions. Mais les PV ont existé puisque les commissions départementales ont siégé. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, permettez-moi, puisque le téléspectateur attend la réponse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces PV ont existé. Ça veut dire également que ces PV que l'ECAM avait devaient se retrouver à la commission nationale. Mais ces PV ont disparu chemin faisant. Ces PV ont disparu chemin faisant. Puisque à la commission nationale, les 32 PV, on ne les a pas trouvés. On a trouvé des tableaux avec des feuilles de présence. Donc on dit qu'on n'avait pas les PV, on n'avait pas les PV, je suis d'accord. Mais même si on n'avait pas les PV, est-ce que c'était normal que l'ECAM se présente à la Commission nationale de recensement de Vaudou bien au Conseil constitutionnel avec 26 PV et 32 tableaux? C'est ça que vous soutenez? Oui, mais ça c'est un autre débat. Mais nous, on n'est pas d'accord. Même si nous, on n'était pas là. C'est même pas ça. Je veux pas. Même si on n'y était pas. Où étaient les procédures? On peut rentrer dans ce sujet-là. Le temps de faire une parenthèse. Je suis quand même un peu surpris. Je veux dire qu'on est quand même dans la transhumance. De l'argumentaire du père Kougny sur ce plateau. Parce qu'il ne faut pas oublier que la scène politique a ceci de vicieux, c'est qu'on achève tout ce que nous faisons. Oui. Avant les présidentielles de 2018, il y avait Célestin Djamène, à qui j'ai dit bonsoir ce soir et je salue son combat. C'est l'un de nos dévancés, c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup d'admiration. Disait que du temps du SDF, il s'est achevé. Parce qu'il a eu l'occasion de le dire sur plusieurs médias. Qu'il est difficile de battre M. Biya, même Barack Obama de 2008 ne peut pas battre Biya dans une élection au Cameroun. Vous savez pourquoi? Oh, s'il vous plaît. Mais parce qu'il va changer les procédés. S'il vous plaît. Oui, non, laissez-le. Allez-y, allez-y. Oui, s'il vous plaît. Il le disait. Cabral Biya en tournée européenne va dans un média international concurrent à la vôtre. Nous sommes en août 2018. Il dit battre M. Biya n'est pas difficile. Mais démontrer qu'on l'a battu, c'est la chose la plus difficile. Là, il lançait un message à l'ensemble de tous les acteurs qui étaient en course pour cette élection-là. Le premier élément. Le deuxième élément qu'on peut évoquer, c'est que au soir de l'élection de 2018, le professeur Maurice Kamto déclare avoir gagné une élection. Le lendemain matin, le 8 octobre, déclare avoir gagné cette élection et demande à ce qu'on lui transmette le pouvoir. Mais, par chamboulement, il se retrouve au contentieux électoral au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, je dis j'ai gagné. Moi, Bika, j'ai gagné l'élection. Contre tous les mécanismes républicains qui peuvent qui peuvent attester de ma victoire. Moi, je dis cette histoire, vos histoires-là, ça ne me regarde pas. J'ai gagné l'élection. Mais quelques jours plus tard, j'ai commencé encore à discuter d'une élection que j'aurais gagnée. Mais pourquoi? Et je reste scotché sur les PV que je n'ai pas. Et je fonde mon argumentaire sur ces PV-là. Que je n'ai pas. Non, monsieur permettez-moi de répondre. Excusez-moi. Nous sommes tous. Terminez, répond rapidement, reviens. Je vous rappelle qu'on était acteurs à cette élection-là et que nous, on avait 13 PV. Et à la sortie de ces élections, sur les 25 millions, on avait 13. On a dit que sur les 13, on a gagné. Mais on ne pouvait pas aller au conseil électoral démontrer qu'on a gagné. Constitutionnel autant pour moi. Parce qu'il en fallait 25 000, de toutes les façons. Et on ne pouvait pas y aller en se focalisant sur la souche de l'ECAM. Vous l'avez dit tout à l'heure, que l'ECAM est un organe qui est censé être indépendant. Mais pourquoi aller prendre sa souche? Parce que vous savez que ça ne peut pas être à votre avantage. Moi, je dirais également que cette incohérence dérange. Même nous qui avions un peu de jugeote et qui voulons en fait faire de la politique. Parce que quand on est capable de construire un discours politique public cohérent, ça crée les supputations et ça permet en sorte que le petit citoyen qui est au quartier, qui entend parler chaque jour la coalition n'est pas un chapeau
qui va déboulonner. J'ai déjà compris. Moi, si vous permettez, je Voilà. veux dire... Bon, Kouni répond et puis non, il répond d'abord et puis Elisa. D'être cohérent dans la Merci. construction de vos arguments. Merci, Pépé. On n'a plus qu'un quart d'heure. Ouais, Kouni répond, Elisa je voudrais et vous puis dire Paul. que dans le septentrion, nos représentants ont été systématiquement chassés des bureaux de vote à 90%. Mais ils ne sont pas partis. Quand le professeur Maurice Kamto dit qu'il a gagné, c'est sur la base des informations qui lui ont été données. À la limite, même les tableaux ont été filmés. Parce que tout le monde avait les portables. Ça veut dire que la centralisation de toutes les données lui fait comprendre qu'il a gagné. C'est-à-dire qu'il a des informations qui ne sont pas des informations formelles ou formalisées, qui lui démontrent qu'ils ont gagné. Quand on dit à un gars, tu es le représentant du MS dans du bureau de vote, on te chasse du bureau de vote, tu restes dehors. Quand on fait le décompte, tu es là. Tu es à la fenêtre. Tu peux filmer. Tu peux envoyer. Tu peux mettre à l'intérieur. Tu peux envoyer. Non, oui, tu peux mettre à l'intérieur. Les comptes sont publics. Oui, et tu peux filmer. Tu peux envoyer. Mais tu ne peux pas avoir le procès verbal. Et quand vous dites qu'il n'a pas d'informations, vous voulez que c'est les informations qu'il a eues. Et ce type d'information, on peut l'avoir le soir du vote. Mais c'est une faute. Mais pour un politique. Emmanuel, Pourquoi? C'est une faute Une grave. seconde. Mais puisqu'on vous fait sortir les bureaux de vote, c'est une faute Emmanuel, vous voulez qu'il grave. fasse quoi? Et pourquoi construire un argumentaire Une seconde, sur des... Pépin. Mais il Emmanuel, avait les informations. Emmanuel, Il supposait que... Emmanuel, Ouais. même si les éléments ne sont pas légaux, pour entretenir quand même cette confusion et créer le doute chez celui qui dit qu'il fallait apporter même les vidéos, C'est même, tout. même À les qui? photos. Vous aurez donné ça à ces gens-là? Vous prenez des, À quel conseil? des allégations vous de donnez faits des- divers que vous êtes à transformés ces gens-là. en actes Vous prenez même politiques. l'opinion à témoin. Mais on leur a montré des procès, non, des tableaux non, en place du lieu de procès. Moi, on a dit Ce d'origine. sont les allégations, seconde. Non, les faits divers. attendez, je vous pose Paul, une petite question. oui. Vous pensez que des gens qui ont des tableaux entre les mains qui ne sont pas des preuves, qui acceptent, si on leur présentait des vidéos, c'est les vidéos qu'ils devaient accepter. Ils devaient d'abord commencer par refuser ce qu'ils ont trouvé devant eux qui n'étaient pas déposés. Bah, au moins, et ça on devait crée- leur apporter ça- Non, ce qui... ça ce crée n'était la pas pour, confusion. c'était pour l'opinion. Parce qu'il Pour fallait l'opinion. démontrer à l'opinion que vous avez effectivement gagné les on a élections tout expliqué avec à des l'opinion. preuves. Non, vous n'avez pas assez. Paul, et puis Elie. Non, Ah, mais ce coup n'était pas mauvais. Vous connaissez surtout la commune de Bombari. C'est à peine à combien de kilomètres de Douala? Bon, je n'ai pas Le kilométrage. MSF représentant du Bombari. Il vous donne l'information. Commune de Bonaléa, c'est à 50 km de Douala. Disons, on retrouve 180. Qu'est-ce que tu veux démontrer? Non, le MS n'avait pas Qu'est-ce que tu veux représentant. Non, démontrer? c'est pour vous dire, M. Kounié, qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas discuter. Quand vous n'avez pas de représentant, et moi je vais dire aux Camerounais qui nous regardent comment l'élection se passe. Vous avez la commission locale de vote, qui est le bureau de vote où vous votez, où un parti politique peut, pas doit, peut, parce que la loi dit que il faut, c'est le PVD qui fait fonction, peut avoir un représentant. Il y en a plus de 25 000 sur toute l'étendue du territoire. La présidentielle, c'est une circonscription unique. Vous avez ensuite la commission au niveau communal qui recense. Vous avez une commission au niveau départemental qui recense. Et ce sont on a 58 départements où vous allez maintenant au niveau du Conseil constitutionnel. Si vous êtes incapable d'avoir et les 25 000 PV et les 360 listes de municipales, etc., vous partez au Conseil constitutionnel, faites le one-man show. Vous n'allez pas là-bas. Macron avait combien de PV? Ce sont, En France, Macron avait des PV. non, Ils y attendez allaient d'abord. faire quoi quand ils avaient Faites gagné le l'élection? one-man Mais show. quand on fait des Et élections je en peux France, même vous dire, ils y allaient faire quoi? Macron n'avait aucun représentant dans un bureau de vote en France. Laissez-nous Mais parler. arrêtez de nous- le mécanisme est différent. Arrêtez de convoquer les C'est vous qui outils de contestez. Non, communication sur la France, c'est quoi? attendez. C'est vous qui contestez, donc ça vous apporte la preuve. En 92, qu'est-ce qui se passe? Le SDF, dont lui il était, avait ses preuves. Le maître Akeyomouna et consorts ont introduit la plainte du SDF au niveau de la Cour suprême avec les preuves de la victoire du SDF. Lui, il était, il les savait. Malheureusement, le MSC n'avait pas d'éléments factuels pour pouvoir prouver qu'il a gagné l'élection. Et je vais dire une chose à M. Kounié. Non, vous savez, quand on écoute les discours du MSC entre 2018 et 2020, je ne vous mens pas, ils me font penser aux équipes de championnat de vacances. Au championnat de vacances au quartier, vous avez toujours une équipe qui dit qu'elle est très forte. Elle a les meilleurs joueurs, elle est la plus talentueuse. Elle fait peut-être les phases de poule où elle a quelques performances là, arrivée aux phases éliminatoires, quart de finale, demi-finale. Vous voyez qu'en 5e minute, elle a dit qu'elle va gagner le match. À 45e minute, mi-temps, elle est menée 2-0. On reprend la partie, les nerfs montent, la tension arrive 60e minute 3-0. Et puis ils disent tout le monde entre au stade, on gagne le match, on accuse l'adversaire, on accuse l'arbitre, on doit arrêter la compétition. Non, à un moment, il faut être logique, il faut être courant, il faut être conséquent. Et c'est ça qu'il faut juger. Les Camerounais se dispersent. Parce qu'en réalité, on tient des discours qui, sur le plan politique, ne peuvent pas être expliqués. Je voudrais dire à M. Kounié que les Camerounais ont fini par comprendre qu'ils sont plus dans la chiromancie, plus dans la comédie. Tu les as vus où? Tu as trouvé les Camerounais au Bouquet de dire ça?
Emmanuel, je vous en prie. Mais c'est un rêveur. Il est en train de... C'est son jeu qu'il vient raconter sur le plateau. Écoutons-le. Mais il tient ça de qui? Non, il faut noter. Vous le reprendrez tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est un songeur. Merci beaucoup. Notez. Je voudrais dire que les Camerounais sont de comprendre qu'on a affaire aux gens qui sont plus dans la comédie, dans la chiromancie que dans la réalité. Sur ce plateau, les téléspectateurs remarqueront bien que c'est le représentant du MSC qui lui a sorti un raisonnement logique. Le représentant du PCRN, excuse. Qui lui a sorti un raisonnement logique. Peut-être que le MSC vous empêchera de dormir. Sauf si vous voyez partir. Tu as quelle qualité pour apprécier? Allez-y, ce que les gens disent? On a moins de 10 minutes. Il y a encore des questions. On a 10 minutes de la fin de l'émission. Elle est terminée. Allez-y. Merci beaucoup. Donc je voudrais lui faire comprendre que tous les Camerounais ici ont compris que vraiment, dans leur film cinéma, là, c'est pas ça. Non, mais pour revenir maintenant à l'élection présidentielle 2018, quand Eric a fini de parler ce qu'il a dit, et qui est logique, il n'a pas pu répondre. Quand Paul, qui était dans la maison en 2018, a fini de dire ce qu'il a dit, il n'a pas pu répondre. Moi, je veux juste ajouter deux choses. À partir du moment où, au Cameroun, le Conseil constitutionnel et le RDPC acceptons, vous allez dans les instances autres que celles nationales. C'est pas fini. Mais c'est pas fini. Je savais que vous allez me dire cela. Et je suis en train de vous dire que mais ce qui est quand même bizarre, le verdict, je ne sais pas comment tu vas faire. Ce qui est quand même bizarre, c'est que je suis surpris que cette même cour que vous avez touchée a rendu des verdicts pour des élections qui sont passées 2 ans, 1 an après la vôtre, mais pour vous et tout pendant. Je suis dépassé. Mais les gens sont en prison tous les jours. Ils vont aller défendre quoi? Monsieur, les gens sont en prison. C'est-à-dire, dans des élections plus compliquées, plus difficiles, on a repris les élections au Kenya, on a repris les élections aux îles Seychelles, on a repris les élections en Guinée, mais chez vous, depuis 2018, on attend toujours les résultats de cette cour. Troisième chose, vous dites que vous avez gagné une élection, M. Kouni. Et dans le même ordre d'idée, l'élection gagnée, vous estimez avoir des militants dans tout le pays, mais vous n'avez pas de scrutateurs dans les bureaux de vote. Ils ont été chassés. Troisième chose, on les a chassés. Ouais. Dans les je suis dans la maïtude socratique avec vous. C'est-à-dire, il sait que vous allez répondre et je reviens. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Non, je vais poser une question. Vous créez tout le monde. Vous créez tout le monde. Voilà, il dit que les gens sont bêtes. Mais il me dit dans c'est pas possible, monsieur. Parce que je lui ai dit qu'on n'a pas Et vous êtes violent. Plus que vous. Même dans le les gens qui encerclent chez quelqu'un chez lui pendant 76 jours. Je vous en Pendant prie. 76 jours, vous mettez 100 militaires chez quelqu'un pendant 76 jours. Il ne faut pas oublier. Oui, terminez. Allez-y, on a 2 minutes pour interroger les tics. 2 minutes. Maintenant, Oui, il est moins 7. M. Kouni ne peut pas répondre à votre question en 2018. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là. Ça fait rien. Il battait encore campagne pour aussi. C'est pas 2018. Donc, pour le moment, il ne peut pas. Il a oublié de balbutier parce qu'il doit faire plaisir au patron qui le suit. Les alliés à cette élection sont... Maintenant, pour terminer, D'accord. je ne dis pas la vérité. Tout le monde suit Paul Henri Kinge depuis qu'il est parti de là. Mais Maître Comme il n'a pas gagné. pourquoi ne va pas lui poser la Il dit question? qu'il n'a pas gagné. Il a d'abord dit qu'on a gagné. Il dit que c'est lui. Il dit que c'est lui. Il a Kinge. Il a demandé à Camp de mettre la pression sur le gouvernement. Il a gagné. Mais il se dit et se dédie. Il n'a pas Question de gagné. sortie, réponse en 1 minute. Oui. Toujours pour revenir sur le thème, est-ce que ça n'interroge pas l'éthique et la morale politique des acteurs, ces transhumance-là? Et d'abord, même tous les acteurs, je veux dire, aussi bien les partis qui acceptent ces gens qui viennent, que ceux qui se déplacent pour y aller. Vous le regardez Paul, bien. en 1 minute, vraiment, il nous reste 7 minutes. Et c'est la réponse, c'est la prise de parole de ça. Oui, on commence avec Paul. Vous savez, en fait, il y a des cas, on peut comprendre, pendant les élections. Vous avez les partis politiques qui ont besoin de la visibilité. Nous sommes en période électorale et ce qui fait l'élection, c'est d'abord les candidats. Il y a des gens qui quittent d'un parti pour aller ailleurs pour pouvoir être candidat. Le parti politique ne peut pas refuser. Il vous prend pour avoir la visibilité, bien qu'après, même s'il subit ce que le parti de mon frère Mikaï a eu, parce qu'il a eu des gens qui venaient d'ailleurs, qui n'étaient pas ancrés à l'idéologie du parti politique. C'est pourquoi nous, de l'opposition, nous savons par exemple que nous avons 5 ans pour travailler, pour pouvoir rechercher le squelette des candidats de chaque commune aujourd'hui, qui sera lié à l'idéologie du parti, qui sera ancré au parti, de telle sorte que quand les transfuges arrivent, qu'ils ne soient plus ceux qui soient devant pour aller donner les procurations aux camarades des enfants, pour aller voter pour le régional, mais qu'ils soient ceux qui soient derrière pour compléter
la liste. Et c'est un travail de fond que nous devons faire dans l'opposition. Et je continue à le dire, tant que nous n'avons pas laissé émerger les idées, les pensées, les leaders locaux, nous n'y arriverons pas. Merci. Pépin. Non, le problème d'éthique est fondamental dans ce type de transhumance. Il ne faut pas oublier que les hommes politiques ou alors les entrepreneurs politiques au Cameroun sont confrontés à d'énormes difficultés. La politique, ça coûte. C'est la raison pour laquelle moi, je n'aime pas soit me définir comme un homme politique. J'accompagne ceux qui ont une vision politique. Parce qu'il faut avoir accessoirement un confort intellectuel, minimalement un confort logistique te permettant de faire de la politique. Malheureusement, très tôt, les entrepreneurs politiques sont confrontés à la réalité du terrain politique, qu'il faut beaucoup d'argent. Et les lois au Cameroun sont très vicieuses. Par exemple, la loi qui interdit le financement des partis politiques venant de l'extérieur. Et on se retrouve donc avec des partis politiques où il y a peut-être une ou deux personnes qui a la charge de pouvoir faire vivre tout le parti politique. Il y a beaucoup de listes, par exemple, tu trouves une liste où une seule personne travaille. Et c'est cette personne qui a supporté les cautions. Donc quand il sort du dépôt des dossiers, c'est évident qu'il ne peut pas être capable de faire la campagne. Donc maintenant, c'est à ce moment que les biens des banques circulent. Et pour la plupart de ces entrepreneurs politiques, ils ont les factures à payer. Merci. La personne à la maison, la femme à la maison, la maîtresse, tout ça, il faut entretenir tout ce monde. Donc on choisit parfois la voie de la facilité. Puisque nous sommes dans la raillerie, en fin d'émission, la maîtresse est désormais pas plus de 2000 francs. C'était pour rire. Ah, le son ambiant. Emmanuel. Oui, parler d'éthique, s'agissant de la politique au Cameroun, je crois qu'on doit mettre cela à côté parce que dans un environnement où 90%, n'est-ce pas, de la population active est piégée dans le secteur informel et dans le sous-emploi, et où il y a des gens, n'est-ce pas, qui tiennent la bourse de l'État et qui se servent à temps et à contre-temps, et qui ont un parti politique, et qui arrosent tout le monde, ils arrosent l'armée, ils arrosent toutes les institutions, et qu'ils veulent asservir tous ces gens-là et les mettre à leur service. Je crois que le jeu politique ne peut pas être les délais sont pipés d'avance. Donc, on ne peut pas parler d'éthique dans ces conditions-là, puisque les gens ont des problèmes de toutes sortes, des problèmes existentiels, des problèmes alimentaires, et tout ce que vous voulez. Donc, je crois que, parlant d'éthique, on ne pourra parler d'éthique que quand ce régime va passer la main. On pourra créer, n'est-ce pas, un environnement honnête, sérieux et sincère, où on pourra, n'est-ce pas, faire de la politique. Pour le moment, c'est du n'importe quoi. On termine avec vous, Elisa. Oui, quand ce régime va partir, ceux qui vont remplacer le régime, c'est ceux qui ont travaillé avec le régime. C'est quand même bizarre que quelqu'un qui travaille avec Maurice Kamto me dise que quand Biya va partir, c'est Kamto qui sera l'ange, alors que Kamto a été le soutien de Biya. Quand ceux-là qui combattent aujourd'hui disaient que Biya est méchant, mais à ce moment-là, Biya était Dieu, Biya était bien. Donc, voyez donc la comédie dans laquelle on continue. Deuxième chose, le pays le plus puissant actuellement au monde, démocratiquement parlant, qui sont les États-Unis, on voit ce qui se passe lors d'une élection présidentielle où un candidat a 2850 avocats et l'autre 1600 avant les élections parce qu'il se préparait au contentieux. Là, on parle de vol, de suffrage, de trucage et tout. Et maintenant, vous avez par ailleurs un pays pauvre comme le Burkina Faso où on a aussi populisé la population mais qui a réussi à faire partir un président. C'est pour dire à mon ami du MSC qu'il faut travailler, continuer à travailler et laisser de croire que Biya est votre cause à votre défaite. Travaillez le peuple, travaillez votre travail. Parce et que vous travaillez. verrez, je suis en train de parler. Et vous verrez que tu voles ou bien tu travailles. donc, monsieur Kounié, Un voleur doit dire de travailler. monsieur Kounié, chaque fois que vous aurez à prendre Paul Biya, dire que c'est lui qui est responsable de vos déboires, vous n'aurez jamais rien. Vous serez là où vous êtes là, ou vous serez assis, vous allez quitter le MSC bientôt pour notre parti parce que vous n'allez rien voir tu sors même d'où? Pépé Mikaï, merci. Tu sors d'où merci. faire la politique dans le Emmanuel Cogné, merci. C'est l'élu, hein. Paul Eyou, merci. Ça, vous n'avez jamais eu, hein. Merci à vous également. On n'a pas un cadre central. Qui êtes resté regarder cette émission. Je voudrais on l'a dit en rien, mais je pense qu'il faudrait bien organiser un débat autour de ce syndicat-là. Encore Oui. Non, mais je pense que en fait, C'est dangereux. C'est juste pour rire. c'est les futilités. Voilà. C'est juste Non, pour c'est rire. juste pour rire. Mais moi, là, ce qui pas m'a péjoratif. plu là-dedans, c'est que vous avez vu qu'une entreprise en a tiré profit. Il y a une grande publicité sur une entreprise. Non, il ne faut pas non plus croire qu'elle est complice de cela. Je veux dire que ça fait partie de l'ambiance. Mais je dis Mais c'est ce qui fait que le cette buzz blague actuellement, ça lui donne alimente une les chaumières. visibilité. Ça ferait bien l'objet d'un débat et on va peut-être faire la psychanalyse Oui, ça c'est moi je suis pas sociétale de cette question-là. Le syndicat. Moi, je suis syndiqué. Il y a des syndiqués, il y a des syndiqués. Nous sommes tous syndiqués. De toute façon, tous les jeunes. Et moi, vous n'êtes pas syndiqué. Non, non, pas. Paul, Elie, Oui. tu sais pas. Moi, je sais pas. Allez, merci, bonsoir et à mardi prochain. Vous en êtes syndiqué forcément.
Thank you.